You might as well own up to the philosophy for some of you, and that is that life sucks, and then you die. No chance, that's what you got. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue à Bordeaux 33 800. Vous écoutez la fabuleuse histoire du catch américain. Grosse émission, premier chapitre d'une grosse émission qui arrive dans quelques minutes. Aujourd'hui, on vous parle de Vince McMahon dans les premières années, pardon, pas la première moitié, je ne sais pas, on va aller de sa naissance au Screwjob en 1997. Vous êtes sur la chaîne C'est ça le catch. Merci beaucoup à Sturi qui produit cette émission en termes de réalisation vidéo. Il fait un boulot incroyable. Nous n'avons jamais eu l'air aussi beau que grâce à Sturi. Vous pouvez aussi écouter tous les mardis soirs C'est ça le catch FM à partir de 20h sur Banquise FM, et la deuxième partie de l'émission est live sur YouTube. Je suis Norbert Feuillant et je suis avec Rabi Mentor. Salut Rabi. Salut Norbert. La baisse bien? Oh là 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 là, j'ai très excité à l'idée de faire cette émission. C'est un véritable bonheur que je partage avec toi et les auditeurs, hein, voilà. Merci à tous de nous soutenir. N'hésitez pas, j'ai enfin, Sturi m'a tanné pendant quelques temps pour que j'ouvre un compte PayPal afin de récupérer éventuellement vos dons pour qu'on travaille encore mieux avec du meilleur matos. Merci à tous de nous suivre et de nous soutenir. Vous trouvez le lien dans la description de l'émission. On a Céline qui est avec nous. Salut Céline, comment ça va? Oh là. Et les gens t'adorent Céline, hein. Ça c'est un truc qu'il faut préciser évidemment à chaque fois. Ok. Donc comme je le dis, cette émission sera en deux parties. On reviendra dans 3 semaines pour la suite de cette émission. On n'a pas le temps, voilà, en 2 heures de faire toute la carrière de Vince McMahon, le promoteur, le patron, le chef d'entreprise, le pionnier et le performeur. La fabuleuse histoire du catch américain est sur Twitter, @FHCA Podcast ou #FHCA, sur Facebook et sur YouTube, bien sûr, via C'est ça le catch. Et c'est aussi votre émission, c'est vous qui nous aidez à la monter. On répond à toutes vos questions avec Marc Blondin. Comment ça va, Marco? Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, bonhomme, c'est un vrai plaisir d'être encore une fois ici à Bordeaux, dans cette belle ville, de prendre un charter et de venir ici. Salut Borbert. Salut Marc. Salut Béline. Salut. Salut Babi. Bonjour. Et bonjour à tous les bobipteurs qui nous écoutent. Beaucoup de mails. Encore une fois, le choix s'est porté sur quelques mails, mais bien évidemment, rien de personnel, c'est juste du business, bien évidemment. Si votre mail n'a pas été choisi, ce n'est pas qu'il était mauvais, c'est qu'il était nul. Non, je rigole bien évidemment, c'est juste qu'on peut pas tout lire parce que sinon, il faut qu'on fasse 6 parties à chaque fois. Et on va pas faire 6 parties à chaque fois parce que c'est un peu long. Là, je meuble parce que je monte. Tout de suite, mesdames, messieurs, on se retrouve maintenant avec le jingle le plus attendu de tous les podcasts de l'univers. C'est bien sûr... Voilà, il est bien. Hein? Il est super ce jingle. Ah oui, Catch-News sur Facebook qui nous a dit, vu que c'est un événement très spécial, vous allez bien inviter le FIC, non? Ah alors oui, alors ça je l'ai vu sur Facebook. Est-ce que Marc, tu as amené ton ami le Fink avec toi? Ah bien oui, figure-toi, Ah, mais il n'est pas encore arrivé. il est pas arrivé. Mais je pense D'accord. qu'il devrait pas tarder à arriver, Et logiquement. Oui. Papy Rabi va pas tarder à se réveiller aussi, il aura des choses à nous dire sur Vince Oui, McMahon. il se réveille de sa sieste là bientôt. Là, il s'est endormi devant un match de Manchester United là cet après-midi. Il comprend plus très bien le football, hein, donc il s'endort. Hein. Il devrait pas tarder aussi, bien évidemment. Fabrice Coutard, de nos jours et surtout sur les réseaux sociaux, Vince McMahon est beaucoup critiqué. Or, je préfère retenir plutôt tout ce qu'il a fait pour le business. Ainsi, je me demandais, trouvez-vous pas la réaction de ceux qui le critiquent comme, ouvrez les guillemets, abusé ou comme disent les jeunes, entre parenthèses.
Alors il faut pas oublier, hein, c'est le premier point de l'émission, que Vince McMahon, là on dit qu'il est démodé, qu'il est out of touch, qu'il écoute pas les fans. Il faut pas oublier que Vince McMahon c'est quand même un révolutionnaire au départ, hein. C'est un pionnier, c'est réellement quelqu'un qui était un visionnaire, hein. On dirait pas comme ça, quand on commence à suivre le catch très tard, comme la plupart de nos jeunes fans malheureusement, par rapport à nous très tard. Attention, il n'y a pas de bon âge ou de bonne époque, c'est juste qu'il faut pas oublier que Vince McMahon était réellement quelqu'un de visionnaire. Ça ce sera développé évidemment en long, en large et en travers. Thomas Ricci, Vince McMahon, c'est comme le Taker, c'est génial, mais à un moment, faut dire stop, c'est tout pour moi, XD. Romain Attard, question impertinente mais sérieuse, pensez-vous que Vince McMahon est cliniquement fou? Plus je lis des anecdotes sur lui, plus je me pose la question. Qu'on soit clair, le type est un génie, mais sa psyché a l'air aussi bordélique que le quartier où je vis. Bacalan style, Bordeaux 33 300 représente. C'est quelqu'un de. On salue le Bordelais. Oui, c'est quelqu'un qui est perturbé, Vince McMahon. Oui, c'est cliniquement fou, je sais pas, mais il est comment dire. Il est un peu bizarre. Moi l'anecdote que je préfère sur lui, quand même, c'est qu'il déteste éternuer. Vince McMahon ne supporte pas d'éternuer parce qu'il ne le contrôle pas. Et a priori, quand il éternue, il passe au moins 5 minutes à grommeler, à ruminer, à faire putain, c'est pas normal, j'éternue, c'est pas normal, j'éternue. Donc bon, le mec est. Ouais, il est pas très en forme. Ibra Blancoc, salut Marc, Norbert et Rabi. Sincèrement, je pense que ça va être la meilleure édition de Fascia pour moi, car Vince McMahon est l'un de mes personnages préférés. Mon meilleur souvenir est le segment le plus botché au monde à SmackDown avec Hulk Hogan en 2003. Je me souviens pas de ça. Ah bien, moi aussi. Raconte-nous un peu. Voilà, c'est McMahon, c'est pas sa faute. C'est juste avant WrestleMania, il me semble, 19, quand ils vont s'affronter. Et à l'époque, SmackDown était enregistré, hein, bien évidemment. Et Hogan, en fait, il se trompe dans sa promo. Et c'est absolument terrible. C'est un peu comme la blague de la Cité de la Peur. Il me semble qu'il dit que si tu crois que j'étais le bon gars au mauvais moment et que j'étais là... Non. Hey Vince, je sais qu'il faut te répéter 3 fois les choses. Alors laisse-moi te redire. Si tu crois que j'étais le right guy at the right time in the wrong place... Non, c'est pas ça. Non, et voilà. Et tu vois, McMahon... Jean-Michel raconte mal un peu. C'est très ça, oui, c'est absolument terrible. Concernant le retour in-ring du glacier, je pense qu'il peut faire un premier et dernier run à la WWE en battant Roman Reigns dans son premier match. Goodbye et good night. On reviendra au glacier un peu plus tard, d'ailleurs, avec toi, Marco. Rudy Warzy, il y a tant et tant de choses à dire sur un personnage aussi complexe que Vince que je comprends que vous lui consacriez 2 émissions. Qu'on l'aime ou pas, si nous discutons ensemble de catch aujourd'hui, c'est à lui qu'on le doit, c'est à lui que l'on doit WrestleMania. Il fallait oser tout miser sur ce pay-per-view comme il l'a fait à l'époque. Il a bien sûr des côtés plus contestables et despotiques, et le screwjob de Montréal et en est un exemple parmi d'autres. Et il peut aussi être très irritant, voire ridicule, le Kiss My Ass par exemple. Mais il y a une chose certaine, c'est qu'il avait tout compris à l'évolution de la société et des médias en particulier lorsqu'il décida de faire appel à des célébrités pour donner plus d'impact à ses shows, tout comme le fait d'avoir su utiliser l'apparition de Hogan dans Rocky 3 pour créer un intérêt auprès de gens pour qui le catch ne parlait pas spécialement. La question que je me pose à son sujet est celle-ci. Lorsqu'il a racheté la fédération à son père, il était clairement très en avance sur son temps et très progressiste en matière, je ne sais plus lire, de business. Mais n'est-il pas aujourd'hui devenu un peu dépassé, comme l'était son père à l'époque? Son œuvre mérite en tout cas le respect et ces 2 émissions, il les mérite. Bonne émission à vous tous. Son père n'était pas dépassé à proprement parler, hein. Vince McMahon avait un gros coup de pied dans la fourmilière, mais ça marchait bien pour son père. Là où il a joué la sécurité, hein, voilà, c'était quelqu'un de très conservateur, son père, et il a rejoint après le split, un premier split. J'ai les dates, on y reviendra plus tard. Il avait quand même rejoint la NWA. Lui, il voulait faire son petit business dans son petit coin. C'est Vince McMahon qui a mis un coup dans la fourmilière, mais son père n'était pas dépassé. Après, est-ce qu'aujourd'hui Vince McMahon est dépassé? C'est à débattre. Il s'est peut-être sans doute assez bien entouré de gens qui sont plus au fait que lui. Je pense que c'est sous-estimé ce côté-là de Vince McMahon aussi. Oui, s'il était complètement dépassé, le network n'existerait pas. Même exemple. si, je sais pas si c'est son idée à proprement parler, mais c'est quand même lui qui a donné le feu vert. Donc, mais après, oui, sur certains points, oui, forcément, il a 71 ans. Donc, bon, oui, il peut plus être non plus... voilà. Tu vois... Ok, merci Ravi. Lucas Kiefer, salut à vous, Bark, Babi et Borbert et Béline, si elle est là. Hâte d'entendre votre prochaine émission, comme chacune sur The Chairman. Il est, selon, l'une des personnes les plus importantes, selon
Pourquoi t'as mis selon? Il est selon l'une des personnes les plus importantes du catch, je comprends pas. Il a changé le business pour toujours en bien et peut-être aussi en mal des fois. Me vient alors une petite question qui tue. Ah bon? Vince a changé le wrestling en de nombreuses choses, bonnes ou mauvaises, là n'est pas la question. Ah bon? Mais comment serait le catch si Vince n'avait pas existé au niveau de la visibilité ou de la médiatisation? Pour ma part, je pense qu'il a fait de l'excellent travail, même s'il lui manque l'ouverture sur le monde du catch autre que WWE, avec quoi il y aurait sûrement eu plus de talent à Stamford à des moments où certains le méritaient. Bref, j'en profite pour vous proposer une émission sur le meilleur heel, selon moi, avec Punk Piper. Je pense qu'il y aurait de quoi dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne émission. Eh bien, merci. Toi aussi, Lucas. Kiff, hein? Kiffer. On ne l'a jamais fait, celle-là. Piper, oui, évidemment, ça va tomber. Hein. Ça, c'est sûr. On y tient un peu. Qu'est-ce que ce serait sans Vince McMahon? Je pense que Jim Crockett aurait fait quelque chose de similaire avec WCW, la Jim Crockett Promotion, avec Ric Flair, ou Vern Gagne. Alors, il faut savoir surtout que Hulk Hogan était très populaire. Hein. Quand il a fait Rocky 3, il n'était pas sous l'égide de Vince McMahon. Voilà, du tout. Il était à la AWA à l'époque. Il était déjà parti de... Enfin, il est parti, Hogan, je vais y arriver, de WWF, parce que Vince McMahon, père, n'était pas content qu'il fasse du cinéma, et ça lui a fait gagner en popularité. Donc peut-être que Vern Gagne, avec AWA, aurait pu aussi s'agrandir, s'étendre. Jim Crockett avec Ric Flair aurait peut-être pu faire aussi la même chose. C'est difficile à dire de revenir comme ça, combien de temps en arrière, 30 ans en arrière. Qu'est-ce qui se serait passé? Je pense que ce serait joué entre Jim Crockett et Vern Gagne. Voilà, moi c'est mon idée. Après, je sais pas. Ouais, moi tout pareil. Hein. Johan L'Aigle! Salut à vous! Vince McMahon est à l'origine de tout, ou presque. Personnage incroyable à l'écran, visionnaire en coulisses, voir fleurir des commentaires du type « Casse-toi papy !» et dès qu'une rumeur sort ou qu'une apparente mauvaise décision de booking est prise, me met dans tous mes états. C'est comme reprocher à Steve Jobs que les batteries d'iPhone ne durent pas. Désolé pour la comparaison, mais vous avez compris. Non. Peut-on vraiment reprocher à Mr. McMahon de décider où il veut emmener son bébé en prenant en compte un tas de paramètres dont les haters ne veulent pas entendre, hein? Alors bien sûr, on n'oublie pas certaines affaires douteuses, mais ce qu'il a fait pour le catch est tellement conséquent qu'il est impossible de ne voir que le verre à moitié vide. Rémi Berthe, salut FHA, j'avais juste une question sur Vince McMahon. Pourquoi dans les années 80-90, il se montrait à la TV comme commentateur de la WWF et non comme le président de la compagnie? Parce que son père ne voulait pas que Vince McMahon soit déjà catcher. Donc il a foutu aux commentaires et il estimait, son père, qu'on ne montre pas le président à l'écran. C'était une décision de direction de business qui était propre à son père. Et puis Vince McMahon s'est très plu pendant longtemps aux commentaires jusqu'en 97. Voilà, tout simplement. Oui, puis en plus, il avait quand même, au final, c'était lui le commercial de son émission. Exactement. Donc, hein. Fiona B&A, sachant qu'à la base, Vince voulait devenir catcheur, pensez-vous qu'il aurait dû suivre son rêve ou bien complètement oublier et garder son rôle de patron en coulisses comme lui avait conseillé son père? Ou alors a-t-il eu raison de se donner un rôle devant les caméras? Des bisous à l'équipe, mon mec m'a rendu fan de votre podcast. Oui, il a eu raison de se transformer en Mr. McMahon, ça on y reviendra dans l'émission dans 3 semaines. Oui, c'est quand même un des plus grands heels, une des meilleures promos de tous les temps, Vince McMahon. Oui, ça, il a bien eu raison. Marcus Pimpin. C'est Marcus Pimpin. Salut à toute l'équipe de FHCA, excellent épisode encore une fois que celui de Jake Roberts. Dans ce dernier, vous posez la question à savoir si Rick Rude a déjà été face dans sa carrière. Alors oui, il l'a été un court instant à ses débuts et lors de son passage à la ECW. Ok. J'attends également avec impatience un numéro sur Roddy Piper. Mais revenons à Vince McMahon, coin, qui est un peu notre père à tous. Juste une question, quelle est selon vous sa meilleure et sa pire idée à la WWE? D'ici là, bon WrestleMania Weekend à tous et une pensée à Marc Blondin qui fera face au glacier. Sa pire idée, je dirais le heel turn d'Austin à WrestleMania 17. Catastrophique pour le business. Horrible. Ou terrible, oui. Il y a des gens qui pensent que c'est la fin d'ailleurs de l'âge d'or. Voilà, c'est possible. Tourner Steve Austin heel en 2001, pardon. Et la meilleure idée, ça va être, je dirais, le partenariat avec MTV. Oui, mais WrestleMania, je pense, des trucs comme ça, oui. Dans les années 84-85, tout ça, la Rock and Wrestling Connection, motherfucker. C'était très bien.
Lucas Charpio, salut Lucas. Et Salut. salut Norbert, Rabi, Bark et Céline, que tout le monde adore. Ainsi que Michel. Avant toute chose, comment va Michel? Très mal. Alors figure-toi que très mal. Hein. Ah oui. Ah oui, il a des problèmes de couple terribles. Il a appris récemment que sa copine l'avait trompé. Alors figure-toi qu'il est complètement très mal. Et il est au bord du suicide. Et là, il est sur la poutre. Là, je l'ai appelé tout à l'heure. On s'est fait un visio Skype. Il était au bord de la poutre. Et puis en fait, la poutre est tombée. Espérons Il s'est qu'à la juste fin cassé de la jambe. Hein, D'accord, voilà. ok. Donc, mais sinon, il va bien. Sinon, excellent épisode sur Jack Roberts, comme d'habitude. En ce qui concerne Mr. McMahon, on ne peut que saluer les grosses balls du monsieur qui a joué qui tout double pour nous offrir le premier WrestleMania. On connaît la suite Success Story de la WWF, puis de la WWE. Aujourd'hui, la WWE est indétrônable et lorsque Vince va se retirer, il aura comme modeste héritage d'avoir bâti un empire dans le monde du catch. Ma question est la suivante. Bien oui. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, sans Mr. McMahon, il y aurait élu Stone Cold Steve Austin. L'attitude est rare. Bah non. Voilà. Des bisous à vous, je vous aime. Eh bien, On nous t'aime aussi, Lucas. Et William Close qui nous fait le meilleur mail de la semaine. Vince McMahon likes Big Sweaty Man. Merci à toi. On passe William. sur maintenant, alors très rapidement, très succinctement, comme on dit quand on a du vocabulaire. On va passer Beau mec, sur, beau mec. ouais, sur l'éléphant bleu. Hashtag je lave ma voiture sur Twitter. @FHA podcast sur Twitter ou hashtag FHA. Alors, je sais pas si j'ai pas fait une connerie, il me semblait que j'en avais pris plus. Bon, il y en a que 3, Bon, désolé. ouais, mais ça il y en avait beaucoup plus, hein, on les a lus, hein. Mais je croyais que je les avais pris, mais en fait, je les ai pas pris, mais tant pis pour vous. Ace Bunny qui nous dit « Hello FHA, salut Ace Bunny, ça va, quoi de neuf docteur? Quand pensez-vous que Vince doit passer le flambeau? Et à qui? Hunter, Shane, Stephanie, le glacier ou quelqu'un hors de sa famille? » Tu Il a pas mis le glacier, Non, hein, c'est oui, toi oui. qui l'as rajouté. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que le glacier... Quand aucune idée. Alors, ça, c'est dur à dire. À sa mort, parce que- il partira jamais, à un moment donné, il faut être sérieux. Il partira jamais. Et à qui il va le donner à Stéphanie. Hein, Oui. mais il devrait le donner à Triple H. Ouais, Aux deux. Il veut le ce faire. il sera veut le les faire aux deux, ce sera les deux. Et a Ouais. priori, d'ailleurs, ils sont pas très contents en ce moment de l'influence que Shane a sur le booking de SmackDown. Ah bon? Ouais, parce qu'a priori, tout le monde trouve que SmackDown c'est quand même hyper bien, Ouais. surtout vis-à-vis de Raw. Et Shane, a priori, n'y est pas étranger. Et Hunter Stephanie commence un peu à faire. Shane a toujours été très proche des fans de catch. Hein, Oui, mais c'est un boy. C'est un- ouais. C'est un boy, hein. Comme on dit, les boys, c'est les catcheurs, c'est tout ça. Lui, il a toujours été pote, il allait se prendre des murges avec Raven. Voilà, non, Shane, oui, a priori, il est très sympa. Et il a l'air très sympa. Ouais, et puis il est comment, je sais pas comment expliquer ça. Oui, il écoute les fans. Oui, c'est un Oui. monde. Voilà, c'est tout. La chaîne de Fafa. Salut la chaîne de Fafa. Salut. Fafa. 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 Fou du Fafa. Fafa et toi. Ah ouais, ben Fafa. Et McMahon est-il un génie créatif ou seulement une personne qui a eu la chance d'avoir les bons hommes au bon moment? Un génie créatif. Dark Naito. Naito. C'est dit. Quelle est pour vous la pire décision au niveau booking de Vince McMahon? Bon, on l'a déjà dit. Steve Austin. Ouais. Excuse-moi. En plus, franchement, je suis redondant dans mes choix. Non seulement je prends pas tout, mais en plus je suis redondant. Je suis vraiment une merde. On va passer maintenant au MISC, la rubrique préférée de ceux qui se parfument. Le White Misk. Voilà. Et c'est... C'est le parfum de Céline d'ailleurs. Oui. Ouais, absolument. Ah oui. Bravo. Et on est... Alors, le MISC, j'aime bien le prendre sur le tube. Hein? Ouais. Bon, c'est comme ça, tu sais, un petit peu... Ma grande folie dans l'émission. Voilà. C'est Cyclopède en turbané qui nous a écrit. Salut Cyclopède en turbané. Salut, hâte d'écouter votre émission sur Vince McMahon Jr., l'homme qui a transformé l'entreprise familiale en Coca-Cola du divertissement sportif. Petite question. Pensez-vous que le monde du catch serait aujourd'hui différent sans l'influence de Vince dans les années 80? Le cloisonnement géographique que représentait le système des territoires arrivant, à l'époque, à son terme avec l'évolution des méthodes de diffusion télé aux États-Unis, un autre promoteur local n'aurait-il pas, de toute façon, eu tôt ou tard le rôle qu'a eu Vince dans la globalisation et l'uniformisation du catch? Concernant une future émission, je serais très intéressé par une FHA traitant du commentaire dans le catch. À la fois le commentaire francophone, Auré, Rougeau, Blondin, le tourneur, Ajus, Chéreau, Varidi, et évidemment Feuillant. Oh, merci. Ah bah oui, C'est hein. un plaisir d'être à côté de... Bon, bref.
Ou anglophone, McMahon, Heenan, Monsoon, Ross, Lawler, Cole, Ranallo, Graves, Glacier. L'importance du commentateur dans le rôle qu'il joue vis-à-vis du spectateur, dans sa compréhension des gimmicks et storylines, ainsi que dans l'impact qu'il donne aux coups des lutteurs et aux tensions dans un match, est pour moi trop souvent oublié. C'est intéressant aussi de voir comment l'évolution du kayfabe dans le catch a été emmenée en partie par les commentateurs. C'est pas une mauvaise idée, moi je trouve cette émission, ça doit être difficile à traiter. Par contre, j'aimerais vraiment beaucoup, on en parle aujourd'hui avec Vince McMahon d'ailleurs, faire une émission consacrée au kayfabe. Je crois que c'était une de tes idées, Rabi, il y a quelques temps. Déjà. Ouais, j'ai tellement d'idées, moi, tu sais, c'était sûrement à moi. Oui. C'est une bonne idée, oui, c'est à moi. Et on a déjà répondu un peu à l'autre partie de la question de... Qui aurait fait ça, tout ça. Hein. Très bien, c'est fini Marco. Alors, c'est fini. Petite chose. Oui. Ah oui, tout à fait. T'en es où? Là, tu vas aller à Orlando, donc c'est sûr pour le 30 mars. J'ai mon billet d'avion pour le 28. Le 29, je vais voir un petit show de claquettes, parce que j'aime bien les claquettes. Claquettes en roulade. Alors, c'est-à-dire, c'est des gens qui font des roulades, et en retombant sur le devant, ça fait des claquettes. Avec leurs pieds. Bon, j'adore ça. Je suis champion d'Europe, d'ailleurs, 97, 98... 2000, 2001, 2002, 2003, jusqu'à l'année dernière, j'ai pris ma retraite, fabuleux. Et donc le 30, je serai en effet avec ce bon vieux glacier pour une interview exclusive à Orlando. Il fait beau à Orlando, j'irai voir Mickey par la même occasion. Et puis, ben oui, interview exclusive à venir, donc après le 30 mars. Il est donc pour la promotion Game Changer, je crois, ou Game Changing, je sais plus. Un truc. Pour le Spring Break, voilà, ils ont pris le glacier. Tu vas aller l'interviewer? Je vais aller l'interviewer. Alors, il faudra le temps un petit peu de mettre tout ça à jour, de bien se filmer, de bien trouver les choses. Et puis, on fera bien les choses. Ce sera beau, ce sera tout neuf, tout frais, tout beau. Ce sera le glacier. Et les questions qui tuent seront posées. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer des questions sur Twitter, Ask Glacier, hashtag Ask Glacier, pour que je puisse poser des questions au glacier si des questions vous intéressent, bien évidemment. Merci Marc, ce sera dans la fabuleuse histoire du catch américain sur, c'est ça, le catch @FHA podcast, hashtag FHA. Sur Twitter, on est également sur Facebook, YouTube, merci pour tous vos mails. Et merci à Barc Blondin. C'est moi. On te retrouve là dans 3 semaines. Pour le glacier et la deuxième partie de notre émission qu'on va commencer aujourd'hui sur Vince McMahon. Est-ce que Papy est avec nous, Papy Rabi? Oui. Bonjour Papy, ça fait bien longtemps qu'on t'a eu à l'émission. Eh ben oui. Ça va ravir de nombreux auditeurs de la fabuleuse histoire. Moi aussi. Oui. Et vous faire mettre. Bah écoute, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Toi, t'étais pas tellement... je sais que t'achetais au marché noir des cassettes. Oula. Sur mon VCR. Sur ton VCR. VCR. C'était plutôt... Toi, t'étais plutôt axé Jim Crockett et t'aimais beaucoup Dusty Rhodes, je oui, sais. moi, le Warcraft, c'est ce que je préfère. Hein. Parle-nous un petit peu comment t'as vécu Vince McMahon, ça montait au pouvoir à l'époque. Mal. Quel bâtard. Ah bon? Il a quand même brisé un petit peu tout ce texte quoi que je regardais à l'époque. Quand même, depuis 30 ans, moi j'ai commencé avec le Georges, le Gorjous. J'ai fait, des choses, je regardais bien, j'aimais bien. Et puis l'autre con, là, il arrive avec ses gimmicks à la con, là. Et cet enculé d'Hogan qui servait quand même à rien, faut être sérieux. Avec son coiffeur, avec sa merde, là, son homme oiseau. L'homme oiseau, là, et puis bon. Et puis... bon, des trucs que, bon, j'aime pas très spécialement. Voilà, le mannequin, et puis bon, tous ces mecs musclés, là, comment il s'appelle, le Warlord. C'est de la merde, ça. En effet, oui. C'est de la merde. Et puis bon, et puis alors, quand, tu en parleras plus tard, mais bon, là, quand il est pour pas payer la commission, là... Il a dit, on y reviendra, mais alors ça, eh ben j'ai pu regarder jusqu'à ce que Rabi me fasse chier là. On me fait ah oui, Undertaker, il est mort. Ouais, là, arrête. Il est con lui. Merci Papy en tout cas, pour ton intervention toujours pertinente dans le fabuleux catch américain. Bon, il a tué le catch quoi. En gros. Voilà. Non, pas exactement. Ah, il a tué le catch. Non, pas exactement. Non. Ah, mais tu sais, il fait son divertissement à la con, mais c'est pas du catch. Nous allons parler de Vince McMahon Jr., Vincent Kennedy McMahon, très impatient, très content de réaliser de cette émission avec vous tous, de la fabuleuse histoire du catch américain, à la veille, pas la veille, mais à l'aube de WrestleMania à la 30, la Simone Veil, de WrestleMania 33, c'est ça, c'est 33.
On avait déjà fait une émission sur WrestleMania l'an dernier et nous allons donc parler aujourd'hui du créateur de WrestleMania, Vince McMahon. Vince McMahon est né, le 24 août, out 24 août 1945. Et oui, papy est né en 1945. Vince McMahon qui ne connaîtra pas son père, Vince McMahon senior, jusqu'à l'âge de ses 12 ans. Et une anecdote assez marrante, c'est pas marrant du tout, sur Vince McMahon qui était élevé par sa mère et un de ses beaux-pères. Ce beau-père en question battait la mère de Vince McMahon. Le monsieur est décédé un jour quand même, et Vince McMahon a dit « Je suis déçu de ne pas l'avoir chopé pour le tuer. Moi-même, j'aurais adoré cette sensation. » C'est vous dire la base de vie de Vince McMahon. Ça donne de l'agnac. Toute sa carrière, toute sa réussite, ce sera aussi une vengeance sur des premières années décevantes pour lui et frustrantes, notamment à cause de ce beau-père tyrannique. Il n'a pas connu son père avant l'âge de 12 ans, et quand il va connaître son père et se rendre compte que le catch c'est super, son père va l'interdire de devenir catcheur, et là bon, il va bouillir toute sa vie, Vince McMahon, et il va conquérir le monde. C'est le petit-fils, Vince McMahon, de Jess, c'était ce surnom, Roderick McMahon, je crois que c'était son vrai nom, on l'appelait Jess McMahon. Donc promoteur de boxe 1882-1900, j'ai pas l'année de mort de Jess McMahon, il était en 1882, c'est pour vous donner une idée, c'était il y a longtemps, et pour vous expliquer tout ça que il fondera, Jess McMahon, la Capitol Wrestling Federation, avec tout ce monde, un des grands promoteurs, un des premiers grands promoteurs de catch américain du Goldust Trio. Et en 53, il va monter la Capitol Wrestling Federation. Et donc, pour l'instant, sans trop rentrer dans le détail, c'est la structure de la NWA, la Capitol Wrestling Federation, qui va se transformer en WWE, en passant par de nombreuses étapes. Jess McMahon partira en 1954. Donc seulement un an après avoir monté la Capitol Wrestling Federation avec Toots Monk, il va transférer son pouvoir à Vincent McMahon, le père de Vince McMahon, qui est décédé en 84. Et Toots Monk et Vince McMahon, parce que le territoire du Nord-Est aux États-Unis est le plus peuplé, le plus connu des États-Unis, ils vont contrôler quand même, via la NWA, 70% assez rapidement du booking de la NWA. Donc Vince McMahon, le père, était une figure extrêmement influente dans le monde du catch, et ils vont splitter de la NWA, Vince McMahon Senior et tout ce monde, plus particulièrement Vince McMahon Senior, il aura donc là le contrôle de la WWF, où il y a bien 3 W, jusqu'à ce que Vince McMahon prenne le pouvoir. C'était World Wide Wrestling Federation. Exactement, ça, voilà, ils ont enlevé le wide après. Premier problème dans l'histoire de la WWF, ou si vous voulez préférer la WWE, c'est le split donc, de la NWA, comme je le disais, parce que Vince McMahon Senior ne voulait pas que la NWA donne le titre à Lou Thesz, parce que c'était Buddy Rogers, le champion NWA à l'époque, et c'était un mec de Vince McMahon Senior. C'était la figure de proue de la WWF. Et il va pas vouloir que Buddy Rogers perde son titre contre Lou Thesz, donc il va décider de partir et de proclamer Lou Thesz premier champion de la WWF. Buddy Rogers, excusez-moi. Buddy Rogers va malheureusement faire une crise cardiaque quelques jours avant un combat contre Bruno Sammartino, et en avril 63 ou en mai 63, c'est Bruno Sammartino qui va devenir le champion et le grand catcheur qu'on connaît, la légende du catch. Il va avoir son premier règne de simplement 8 ans, sous l'égide de Vince McMahon Senior. Bruno Sammartino, on en a déjà parlé dans les plus grands babyface de l'histoire du catch. Voilà un babyface qui était sacrément fédérateur, du pain béni pour un promoteur. Oui. Et puis surtout avec toute la communauté italo de New York. Forcément, ce mec-là, ça marchait bien, gros charisme, bon physique, une promo plutôt honnête pour l'époque, et puis voilà, un héros. Ça a souvent été comparé, le Heel Turn de Steve Austin en 2001 a été comparé à si à l'époque ils avaient tourné Bruno Hill. Il y aurait eu vraiment une réaction, pas de la mauvaise hit, et vraiment une déception, et de non, c'est la hit de on ne veut pas voir ça. C'était vraiment un héros pour les gens, et a priori quand... je sais plus si c'est Ivan Koloff, c'est ça qui le bat, il me semble, Sammartino. Il paraît que c'était une
une ambiance d'église, un silence d'église dans le Madison Square Garden quand Sammartino perd. D'abord un état de choc et puis après vraiment une colère, c'était pas possible quoi. Donc oui, c'était une des premières grandes stars, un des plus gros faces, en tout cas, de l'histoire de la promotion, tout simplement, oui. Vince McMahon Senior, donc avec Bruno Sammartino, qui va employer un modèle différent des autres promotions, des autres territoires de l'époque, c'est-à-dire qu'il va plutôt faire un show par mois plutôt qu'un show toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Il va trouver une formule assez magique où il va recruter Lou Albano, qui sera un des premiers bras droits des patrons de WWE, de toute la mafia WWF et WWF. Lou Albano qui va être un manager heel et qui va régulièrement apporter un catcheur heel contre Bruno Sammartino tous les mois, et beaucoup de dollars vont être générés dans les années 70 notamment, et Vince McMahon Jr. va rejoindre finalement NWA en 71 jusqu'en 83. Pendant ce temps-là, Vince McMahon Jr., celui dont on parle aujourd'hui, celui à qui on a consacré notre émission, va être annonceur pour WWF All-Star Wrestling dès 1969. Et là, on a déjà évoqué ce côté-là de sa carrière. Vince McMahon Senior va refuser que son fils devienne catcheur. Est-ce que c'est pas le catalyseur de la fin, donc le hunger, l'envie de tout dévorer de Vince McMahon Jr. Ravi? Je sais, alors très honnêtement, je sais pas. En tout cas, ça a dû lui mettre le faux au cul au final, parce que voilà, il aurait vraiment aimé être catcheur, avoir un gimmick très flamboyant. Il adorait Gorgeous George, Jimmy Valiant, les catcheurs comme ça. Il était très très fan de tout ça, mais après, tu te démerdes et tu fais ce que tu peux au final et ce qu'on te donne. Et je suppose que il était assez fasciné par son père, justement, une des premières fois, un de ses premiers gigs, un de ses premiers emplois à la WWF, c'était un commentateur qui avait dit à son père, écoute, moi je vais pas commenter si tu m'augmentes pas. Je n'irai pas commenter si j'ai pas une augmentation. Et après, Senior, il y avait Junior qui était dans la pièce. Senior qui était toujours avec des pièces de monnaie a priori dans la main. Il touchait ses pièces de monnaie, comme ça il fait écoute, casse-toi. Tu n'auras pas d'augmentation, tu dégages. Et là, il y a Junior qui fait à son père écoute, comment tu vas faire? Prends un micro, c'est bon, tu vas réussir, je te fais confiance. Et donc c'est comme ça qu'il s'est retrouvé aussi. Et il a toujours été fasciné par la poigne de son père. C'est un moment qu'il avait vraiment estomaqué. Et on verra plus tard qu'au final, ce moment aussi est assez catalyseur de la suite, parce qu'il se laissera quand même plutôt jamais marcher sur les pieds, Vince McMahon, et lui aussi décidera toujours de faire ce qu'il a envie de faire, aux dépens des autres, tant pis. Et de son père surtout. Et de son père aussi. Et de la mémoire de son père, c'est très important aussi, parce que... Oui, ça, oui, mais après, on y reviendra, vas-y, continue. Bon, on va y revenir maintenant. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, Vince McMahon Senior est extrêmement conservateur. Par exemple, il n'a pas voulu capitaliser sur le talent de Hulk Hogan, parce que justement, Hogan a fait Rocky 3. Et ça pose problème au père de Junior, de Vince McMahon Jr., parce que c'est quelqu'un, comme je le disais, très conservateur, qui ne croit pas en le mélange des genres. Le catch doit rester le catch, les catcheurs doivent rester catcheurs. Quand tu es patron et que tu diriges une promotion de catch, tu restes derrière la caméra et pas devant la caméra. Il va donc pas vouloir du tout se montrer. Je crois que la seule fois qu'on le voit, c'est peut-être pendant le fameux Sergeant Slaughter contre Pat Patterson, là, je sais plus comment s'appelle ce combat, la stipulation. Cauliflower Alley match, je sais pas quoi, bon, bref. Un match mythique que j'encourage tout le monde à regarder, une vraie brôle, mais intense et violente. Sur la scène de seule fois, on le voit à l'écran, Vince McMahon Senior. Et donc, il va renvoyer Hogan à la WA, quoi. Il se le fait chier que Hogan ait fait du cinéma. C'est une petite erreur, on peut le dire, de la part de Vince McMahon Senior. Mais ça, Vince McMahon Jr. va capitaliser dessus plus tard, parce qu'il a dit, quand son père est mort en 83 en 84, et qu'il va récupérer les parts de son père de la WWF, il va faire tout l'inverse de ce que son père voulait, c'est-à-dire s'étendre. Vince McMahon Senior, c'est pas pour rien qu'il est resté chez NWA, parce qu'il voulait pas s'étendre particulièrement. Il croyait pas en le mélange des genres, en le fait que les catcheurs puissent faire autre chose que du catch, ou qu'on puisse impliquer des gens d'autres milieux dans le catch.
Vince McMahon va faire tout l'inverse et il y a une citation connue, c'était « Si mon père avait su ce que j'allais faire de son héritage, il n'aurait donc pas légué tout ça. Contre-pied total. Ah oui, complètement. Mais après, il lui lègue, il lui rachète, non? Je crois que je sais pas s'il lui rachète. Non, il lui il me semble. rachète 6 mois avant son décès ou un truc comme ça, avec un montage financier tout à fait fascinant où il utilise. La citation, c'est « Il m'aurait pas vendu ». Voilà, il m'aurait pas vendu. C'est ça. Parce qu'en fait, il me semble qu'il lui rachète la promotion avec des fonds de la promotion. Donc c'est un montage financier très intéressant pour l'époque, un petit prêt à moins 12%, tout à fait fascinant. Et bon bref, on s'en fout. Et donc oui, et a priori oui, c'était une promesse ou quelque chose comme ça, quand il lui avait vendu, il lui a fait par contre, tu restes tranquillou, il y a un contrat tacite et moral avec tous les promoteurs NWA, on n'empiète pas sur les plates-bandes des autres. Oui. Et au final, il avait un peu les dents qui rayaient le parquet, le jeune homme. Et il était en plus assez jeune, parce que il est combien de 44, t'as dit 45. 45. Donc il a à peine 40 ans. Même pas. Et en effet, lui, tout ce qu'il voit, c'est que le catch, ça fait quand même un petit moment que c'est la même chose, que ça daille, et puis qu'il y a vachement plus de thunes à se faire, surtout. Quoi. Qu'à un moment donné, se faire de la thune, c'est cool, quoi. Et puis, chie dedans, hein, comme qui dirait. Et oui, son père, il lui aurait pas vendu, non, s'il savait qu'il allait quand même mettre tout le monde au chôme du. C'est un peu ce que Mais c'était du business, hein, c'était pas personnel, hein, comme il a toujours dit. Ted Turner, 10 ans plus tard, c'était personnel, c'était pas du business. Là, lui, c'était pas ma faute, hein, je rachète tout, hein, voilà. Hein. Vince McMahon, donc junior, en 84 devient le dieu tout-puissant de la WWF, qu'il a renommé d'ailleurs en passant, pour donner une image un peu plus moderne, puis c'est hyper chiant à dire, je pense, WWF. Et il va donc englober la WWF dans sa compagnie, Titan Sports, qu'il aura monté avec sa femme, Linda McMahon, en 1980, et là on est parti, il va splitter de la NWA dès 83 et il va se barrer, faire son petit bonhomme de chemin. Il va commencer à promouvoir autour un petit peu à côté de chez lui. Hein, ça va foutre en rage pas mal de promoteurs. On commence à sentir qu'il va y avoir un souci avec Vince McMahon Jr. Il y a un petit con. Et c'est le petit con du coin qui arrive et qui fait les vieux, ils étaient là, c'est pas très très cool. Et le premier fait d'armes de Vince McMahon, ça va être le raid de la American Wrestling Association en 1984. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, Hogan commence à être populaire, il va faire Rocky 3, donc Vince McMahon, senior, n'en voulait pas. Il va retourner à WA où il va redevenir une star, il va être champion du monde là-bas. Et Vince McMahon va se dire, tiens, si j'essayais d'être partenaire de Verne Gagne avec la AWA, et Verne Gagne, non. Il dit non. Il veut pas, puis on va voir, on réfléchira, et il y a une anecdote où donc ils font leur petit meeting, je sais pas combien de temps il dure, 1 ou 2 jours, ils vont raccompagner Vince McMahon à l'aéroport, il va faire la bise à Verne Gagne, merci pour le meeting, donc il aurait été infructueux pour Vince McMahon à l'époque, il va descendre de la voiture, une fois qu'il sera hors de la voiture, il va hurler « Je ne négocie pas !» et il va se barrer. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que Vince McMahon a dit « Ah bon, tu veux pas travailler avec moi, tu veux pas être partenaire ?» Je sais pas si vous voulez racheter ou être partenaire, en tout cas il voulait faire du business avec Verne Gagne, et un jour Verne Gagne va se rendre compte que Hogan n'est pas là, quoi. Il y a un show. Merde. Et appelle Hogan, et il appelle Hogan, et Hogan dit écoute, je suis désolé, Vince McMahon m'a payé plus que toi pour juste ne pas venir à tes shows. Et il va pas aller au show. Hogan. Vieux mafieux, quoi. Je sais pas si vous avez vu le parrain, mais alors c'est quand même exactement ça, quoi. C'est vraiment marrant. C'est un peu ça. Et Hogan va finir par partir de là-bas pour aller à la WWF. Et là où le souci va se poser pour la AWA, c'est qu'il va aussi emmener Bobby Heenan et Minjin O'Kernan, qui étaient 2 talents à l'écran extrêmement importants, parce que c'est eux qui menaient le show, les shows télé là-bas. Et donc... Il Top André aussi, non? Et je sais plus. André, il me semble qu'il était à la WA aussi. Je pense pas, non. À l'époque, non, c'était plus tôt. Je suis un peu perdu. Je crois que c'était un peu plus tôt. Ouais. Donc Bobby Heenan, Minjin O'Kernan et Hogan, on commence à voir la direction que va vouloir prendre Vince McMahon. Un petit peu. Oui, c'est
ça va être plus coloré que ce que c'était à l'époque. Faut se rappeler quand même, à l'époque, c'est Bob Backlund qui est champion WWF, très populaire. Ça n'intéresse pas du tout Vince McMahon, par contre, Bob Backlund. Bob Backlund, non, ça le die un peu, quoi. Ouais. Alors c'est pour ça qu'il y reviendra en 94, qu'est-ce que c'est malin. mais après, oui, c'est pour des raisons différentes aussi qu'il y reviendra. Mais non, lui, il sait très bien que c'est pas avec un personnage comme Bob Backlund que tu vas pouvoir conquérir les États-Unis, que tu vas avoir des meilleures audiences télé ou des choses comme ça. Et au final, Bobby Heenan et Minjin Okerlund, Bobby Heenan qui est surtout manager quand même à l'époque et qui est quand même un manager déjà assez incroyable, et Minjin Okerlund qui faisait faire des interviews aux gens tout à fait fascinantes. Quand même à l'époque. C'est le meilleur intervieweur de l'histoire du catch. Vraiment incroyable. Et puis Hogan, on sait ce qui va arriver assez rapidement avec ce bon vieux Terry. 84 et 85, c'est quand même les deux plus grosses années de la vie de Vince McMahon et de l'histoire de la WWF. Il va se passer beaucoup de choses. Il y a une bonne partie de notre émission là qui va être consacrée à ces 2 années-là. Il y a aussi, alors que je ne me trompe pas dans les dates, c'est en même temps. On va parler de 2 choses, de MTV, le partenariat grâce à Lou Albano de WWF avec MTV, et le Black Saturday. Alors ça c'est important, le Black Saturday c'est la première erreur, la première grosse vôtre de Vince McMahon. On a déjà un petit peu couvert ce point-là dans notre émission sur l'influence de la télévision sur le catch américain. Qu'est-ce que c'est le Black Saturday? Alors on va parler d'un territoire qui s'appelait Georgia Championship Wrestling, qui était un des plus gros territoires de NWA, dirigé par les Briscoe Brothers et Holly Anderson. Et ils ont surtout un créneau télé extrêmement intéressant qui plaît beaucoup à Vince McMahon sur une chaîne de Ted Turner. Là, ça va être le début de la brouille entre Vince McMahon et Ted Turner. Une brouille qui durera tout simplement 17 ans. Et ça va amener au Monday Night Wars, on en parlera. Ça, bien sûr, dans notre deuxième partie. Dans 3 semaines. Donc Vince McMahon veut racheter le time slot de Ted Turner le time slot de la GCW à Ted Turner. Non, encore une fois, il ne veut pas vendre ce produit à Vince McMahon. Alors ce que va faire Vince McMahon, qui est quand même un sacré mafieux, il va dire, bon, s'ils veulent pas me vendre direct comme ça le time slot, je vais les bouffer de l'intérieur. Et il y avait des brouilles entre Holly Anderson et les Briscoes, parce que Holly Anderson était un booker extrêmement old school, et puis bon, c'est pas quelqu'un qui a toujours été très populaire, Holly Anderson. Il a toujours eu des petits soucis de réputation. Non, c'est une grosse tête de con. Ah ouais, ça, peut-être. Après, donc Vince McMahon va foutre la merde encore plus entre les 2 parties et décider de racheter les parts de GCW à Gerald et Jack Briscoe qui vont... Gerald va devenir assez rapidement, encore une fois, un membre de la famille mafieuse de Vince McMahon, et il aura un boulot à vie grâce à ça. Donc Vince McMahon se retrouve actionnaire majoritaire, finalement, en quelque sorte, de GCW, et il peut négocier différemment avec Ted Turner, et Ted Turner n'a pas le choix maintenant. Il va être obligé de prendre ce que Vince McMahon lui propose pour son slot, son créneau, voilà, ouais. Merci, j'y arrive pas, son créneau télé. Et qu'est-ce qui va se passer, Rabi? Qu'est-ce que va proposer Vince McMahon à Ted Turner sur sa chaîne, sachant que c'est pas la même chose, le rapport entre le catch au sud des États-Unis et au nord-est, ce que Vince McMahon imposait aux gens de New York? Déjà, si mes souvenirs sont bons, Ted Turner va avoir les boules, parce que McMahon était censé enregistrer un show dans les studios ou quelque chose comme ça. Il veut donner du contenu exclusif. Voilà. Et McMahon ne filmera pas un seul show dans la salle à louer. Et on verra toujours ces cassettes vidéo de ces shows de catch où il n'y a que des squash, il n'y a pas de match compétitif. Voilà, En gros, ce qu'on pouvait voir à l'époque dans Superstars, en gros, quoi. Je sais pas si vous vous rappelez pour les vieux de la vieille. Mais à regarder aujourd'hui, c'était quand même pas des émissions tout à fait fascinantes. C'est même étonnant qu'on soit resté fan de catch quelque part quand il réfléchit, parce que franchement, c'était quand même un peu pénible. Donc il va envoyer ces émissions avec ces matchs de merde très courts, pas toujours les stars, tout ça. Et le problème, c'est qu'en fait, ça va pas du tout marcher. Il va y avoir des audiences beaucoup plus faibles que celles de GCW dans le même créneau horaire. Et en plus, GCW sera maintenant sur un autre créneau horaire sur TBS ou WTBS, je ne sais plus le nom de la chaîne exactement, mais fera des meilleures audiences
que la WWF sur l'ancien créneau horaire de TBS. Parce que les gens du Sud, ils en ont rien à secouer au départ. hein, Ah, ils aiment c'est pas du tout le produit McMahon coloré, gimmické, avec au final zéro work rate et que des personnages et des interviews. Ils en ont rien à foutre. Eux. Ils veulent voir du catch sale, des bonnes brawls, du sang. Ils veulent de la bagarre, quoi. hein, voilà, un petit peu. Hein. un peu de catch, quoi. Bon. Voilà, faut être sérieux, voilà. Voilà. Et là, quand même, c'est en effet, ça va être la première grosse claque de McMahon. 14 juillet 84, le Black Saturday. Ouais. Voilà. Et il va se retrouver comme un con, en fait, avec un truc qui coûte de la thune ou en fait qui marche pas du tout. Il va perdre beaucoup d'argent, il va surtout se faire tège. Ouais. Hein, Ted Turner va vite s'assurer qu'il va rester un petit peu avec Jim Crockett après pour la suite. Bah, ils revendent ses parts à Jim Crockett, Exactement. en effet, vu que les audiences sont pas bonnes et qu'il se fait un peu humilier, il revend ses parts à Jim Crockett. Et il gardera un petit peu en travers de la gorge ça, Vince McMahon. Jim Crockett, donc le patron de Jim Crockett Promotion, qui promeuvait des catcheurs comme Dusty Rhodes et Four Horsemen. Ce qui deviendra la WCW. Voilà, et c'était d'ailleurs le nom de l'émission que Vince McMahon diffusait, c'était Georgia Championship Wrestling, WCW, pour que ça ait l'air un petit peu plus bon. C'était pas estampillé régional, parce que Vince McMahon est obsédé par l'idée de devenir national, et il va finir par y arriver, parce qu'il va avoir la chance d'avoir toujours à ses côtés le bras droit de son père, Lou Albano, enfin un des bras droits de son père, qui s'acoquine un petit peu avec des gens d'Hollywood et qui va rencontrer Cyndi Lauper, Lou Albano. Ça, c'est toujours en 84, le même mois, le Black Saturday, c'était le 14 juillet. Et non, pardon, c'est la Brawl to End It All. Ça va être le résultat, qui sera le 23 juillet 84, où Vince va pouvoir un peu se refaire. Mais avant ça, donc, c'est Lou Albano qui rencontre Cyndi Lauper. Il arrive à la convaincre de bosser avec elle, d'apparaître dans des clips de Cyndi Lauper. Il est c'est le père de Cyndi Lauper dans Girls Just Wanna Have Fun, il me semble. En tout cas, c'est un clip connu, oui. Et c'est Girls Just Wanna Have Fun. Ouais, et ouais. après, il apparaîtra également dans le clip sur le morceau qu'elle a fait pour les Goonies, enfin peu importe. Et il va lui dire, ouais, tu as pensé à venir un peu faire de catch, des choses comme ça. Et grâce à ce lien qu'il va entretenir avec Cyndi Lauper, on va voir Cyndi Lauper à la télé. À la WWF, elle va rentrer en feud avec Roddy Piper, plus gros heel à l'époque de la WWF, et tout ça va amener avec un partenariat exclusif avec MTV qui va pouvoir s'en donner à cœur joie et diffuser The Brawl to End It All le 23 juillet 1984. Le Brawl to End It All qui va tout rafler sur son passage. C'est une partie des plus grosses audiences de l'histoire de la WWF encore aujourd'hui, avec notamment la fin du règne de Fabulous Moolah, qui aura été plusieurs dizaines d'années, je crois, de 18 ou 20 ans. Ouais, 47 ans. Ce championne de la WWF. Et Vince McMahon, qui a bien fait donc de miser sur le crossover, Ravi. Oui. Ben, après, c'est la première partie de son plan machiavélique. MTV, à l'époque, ça commence à marcher à Burn. C'est l'époque où les clips commencent à bien prendre, où ça devient obligé de faire des clips, parce qu'avant, c'était plus ou moins accessoire. Il y avait des clips, mais on s'en branlait un petit peu, quoi. MTV va diffuser que des clips. Puis en 83, il y a Thriller de Michael Jackson qui va... C'est ça, 82 peut-être. 82. Donc ça commence à bien marcher. La culture... Voilà, la pop culture comme ça est vachement sur MTV à l'époque, c'est hyper huge. Et donc en effet, il a cette bonne idée pour justement, première partie de son plan, de s'associer avec ce qui marche à l'époque. Et ce qu'il ne sait plus faire d'ailleurs aujourd'hui. Ça par contre, c'est une vraie différence. Il a toujours 3 ans de retard quand il essaie de faire des trucs. Aujourd'hui, WWE, c'est juste... c'est un peu ringardos, quoi. Dans l'absolu, personne veut s'associer spécialement avec la compagnie parce que, bon... C'est pas ça. Là, à l'époque, c'était frais, c'était novateur, c'était neuf. MTV, c'était frais, c'était novateur, c'était neuf. Les deux s'associent, en effet. L'audience de MTV, je sais pas si c'est pas toujours la meilleure. Ah, c'est vrai qu'il y en a deux. Ils en ont fait 2 sur MTV. Ouais. C'était The War to Settle the Score, je crois, où c'était Hogan Piper. Oui, et The Brawl to End It All, dont je parle là, c'est la plus grosse, il me semble, avec le main event féminin. Et je crois que c'était toujours la plus grosse audience de l'histoire de MTV. ouais. Et Les deux. Peut-être Les des deux. deux, voilà. Peut-être C'est ça. des deux, C'est vraiment une audience tout à fait fabuleuse. Je sais plus combien c'est exactement, mais il me semble que c'est pas loin enfin c'est un chiffre absolument incroyable, qui équivaut qui est incroyable. On n'est pas loin de aujourd'hui. 10, il me semble. Je sais pas si c'est pas plus. On le dit dans l'influence de la télévision Ouais. sur le catch américain, on en parle. Voilà, écoutez celle-là et vous aurez le chiffre, parce que là on l'a plus. Donc Vince McMahon, là, à l'époque, avant WrestleMania, qui a donc plus ou moins des gens, on peut le dire, gagné la guerre contre AWA, qui a un petit peu, sans le vouloir,
gagner une guerre tacite contre World Class Championship Wrestling. Mais bon, ça c'est aussi parce que c'est un gros territoire à l'époque, hein, World Class, hein, c'était le territoire des Van Erich, mais avec tous les décès qu'il y a eu, Gino Hernandez. Oui, ils ont pas eu de peau. Ils ont pas eu de peau, et voilà, donc ça a été la grosse demeure. Il reste toujours un petit peu Jim Crockett qui, voilà, hein, qui est là, et qui va résister très longtemps, parce qu'il va finalement, tout ça va se transformer en WCW. Il va falloir attendre beaucoup d'années avant que ce concurrent-là soit effacé. Alors pourquoi ça marche la WWF à l'époque via MTV, c'est aussi parce que Hulk Hogan, hein, et l'Hulkamania et la Rock and Wrestling Connection. On va voir Hogan tracé avec Cyndi Lauper, avec Lou Albano, Mr. T qui va arriver pour WrestleMania, et surtout la Hulkamania, ça marche avec les enfants, et ça a toujours été, à part pendant les Attitudes, le créneau de Vince McMahon de la jeunesse également. Bah oui, parce que la jeunesse c'est le pognon. En fait, encore une fois, faut se dire que tout ce que fait Vince McMahon, c'est une question de dollar. Et le dollar, c'est hyper bien en fait. Et les enfants, qui dit, si tu touches les enfants, ils demandent aux parents d'acheter, et les parents, ils vont plus facilement acheter des trucs pour leurs gamins que pour eux-mêmes. Quand t'as 30 ans, tu vas être un peu moins à même à t'acheter une peluche à la con, un produit dérivé quand même, que quand t'as 8 ans. Moi, à 8 ans, j'étais très content d'avoir toutes mes petites figurines de catch. Maintenant, on achète une tous les 6 ans. D'ailleurs, j'en ai vu une récemment à 7 €. Hein, oui. Au Barp, oui, c'était. Mais alors, par contre, c'était une collection de 2009 ou un truc comme ça. Ignoble. Qui c'est qui était Il y avait Finlay, je crois. C'était très bizarre de voir une figurine de Finlay dans un Leclerc au Barp. Voilà, bon, bref, on s'en branle. Mais oui, parce que déjà, d'une, quand tu cibles les enfants, et surtout dans les années 80, ça veut dire que tu seras plus facilement aussi diffusé à la télé. Que quand tu as un produit comme la WCW, enfin Jim Crockett Promotion à l'époque, où c'est assez laid, c'est pas très beau, c'est pas bien produit, c'est très violent, enfin très violent, toujours plus violent voilà, que WWF. Lui, il va assainir son programme et il se dit, je vais faire des produits dérivés. Surtout, il y a eu des dessins animés, il y a eu... les glaces WWF, Hulk Hogan, il était partout dans toutes les émissions. On voyait pas Ric Flair ou Dusty Rhodes dans toutes les émissions comme Hogan à l'époque. Et lui, il va être très malin, justement. Voilà, c'est pour promouvoir le mieux. Ben, tu promeus en effet aux gamins. Il est devenu un peu le Walt Disney du catch, quelque part. Et sur le coup, ben, il a trouvé la bonne personne. C'est l'opportunisme après Rocky 3 en même temps, parce que c'est ça qui va lancer la carrière de Hogan, c'est Rocky 3. C'est Rocky 3, et puis lui, il va capitaliser dessus pour le rendre encore plus populaire, profiter de son charisme, malgré ce que dit mon grand-père, mais quand même, charisme à burne, à un moment donné, faut pas déconner. Il va profiter de ça, et puis il va en faire quand même... c'était un personnage, je pense, qui devait être dans le top 5, top 10, faut pas déconner. Mais top 10 des personnalités les plus connues des années 80, deuxième moitié des années 80, Hogan, aux États-Unis, ça allait très loin quand même. Il devait être avec Michael Jackson, avec. Tout le monde, au moins tout le monde le connaissait quoi. Il a envoyé une photo de lui, d'ailleurs encore aujourd'hui quand même, c'est rare les gens qui connaissent pas Hogan, hein, mine de rien. Enfin de notre âge en tout cas. Mais oui, non, il va en faire un phénomène que seul The Rock a vraiment pu toucher ce phénomène mainstream d'être vraiment connu. Il y a eu Savage dans une moindre mesure, il y a eu The Rock un petit peu plus tard. Mais Hogan, oui, ça va être une vache à lait incroyable. Et justement, alors sur le coup, il va traire Hogan jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, un petit peu plus tard. Même si au final, il y en a eu encore à la WCW. Mais oui, non, Vince McMahon, sur le coup, ça a été un génie de mettre toutes ses billes sur lui et de réussir à trouver les bons partenariats, comme tu as dit, voilà, avec MTV et compagnie, pour justement que ça devienne hyper in et que tous les hipsters de l'époque, tout le monde aimait le catch. Dans les milieux un petit peu branchés et les trucs comme ça, le catch, par contre, c'était le truc à voir. On en reparlera pour WrestleMania. Quand on arrivera à ce moment-là, mais c'était vraiment... comment ça, vous aimez pas le catch? Mais enfin, c'est formidable le catch, c'est formidable, ce Vince McMahon, ce Hogan, tout à fait délicieux. Il y a des gens qui veulent tuer Vince McMahon à l'époque. Bon Il y a des promoteurs qui conspirent pour un complot. Il y a des gens qui veulent casser la jambe d'Hogan
Il y a une vieille légende urbaine avec l'Iron Sheik qui, je crois qu'il a nié, je sais pas si tu es au point là-dessus, l'Iron Sheik était... il y avait une rumeur, soi-disant, il avait été envoyé finalement pour aller casser la jambe de Oui, Hogan. il y avait une discussion dans les shots, il n'y avait pas quelqu'un qui était resté en train de chier. Si, pendant c'est le Jim temps Ross. même. Alors ça, Voilà, c'est autre chose. C'est Jim Ross qui était C'est un autre chose. meeting NWA à Ouais. l'époque. C'était à peu près à cette époque-là. Il était dans un meeting NWA et Jim Ross raconte qu'il va caguer, finalement, qu'il va aller chier. Et il entend 2 ou 3 promoteurs, dont tel nom, qui vont être en train de discuter aux toilettes. Et il entend, Jim Ross, il faut qu'on tue Vince McMahon. Très sérieusement, il y a des gens qui voulaient le tuer. Ben, c'est normal. Hallucinant. Il a foutu tout le monde, à part Jim Crockett, à la porte, en fait. C'est... Enfin, je dis c'est normal qu'ils y aient pensé. Je dis pas c'est normal de vouloir tuer quelqu'un, hein. Mais après, quoique. Mais après, oui, non, dans le milieu, surtout de l'époque, c'était quand même... quand t'as que des arrangements tacites, t'as en gros une dizaine de personnes vraiment influentes pour un business avec plusieurs millions de dollars, faut pas déconner, quoi. C'est la mafia. Et quand t'as un petit con qui vient foutre la merde, il faut réussir à plus le faire parler. Vince McMahon qui va pratiquement risquer sa vie et toutes ses économies sur WrestleMania. Ouais, il est très couillu, hein, quand même, et d'oser faire ça dans un milieu comme le catch mafieux, et de mettre en effet ses couilles, sa femme et sa maison sur WrestleMania. Ouais. Le mec, quand même, quand on vient de dire génie créatif ou il était là au bon moment, non, c'est surtout qu'il a... toutes les promos qu'il a fait comme ça où il dit qu'il faut prendre la compétition par la gorge et les écraser, les étrangler, des trucs comme ça, c'est pas des promos qu'il fait, c'est sa vraie philosophie de truc. Ouais. Et au final, tu vas jusqu'au bout, et c'est sur le coup, c'est quand même un jusqu'au boutiste incroyable. On va y revenir ça justement, parce qu'il va quand même essayer d'étrangler Crockett avec les Survivor Series et le Royal Rumble, ça on va y venir dans voilà, quelques minutes. Mais même pour WrestleMania, on va parler de WrestleMania. Voilà, c'est tout, quoi. Vince McMahon qui est crédité comme étant un des pionniers, peut-être même le pionnier du pay-per-view aux États-Unis, de toute l'histoire de la télévision. C'est un des mecs qui a été le plus important pour lancer le concept de pay-per-view. C'est pas lui le premier qu'on a fait, attention, mais c'est lui qui va être le premier à en faire, qui sont très achetés et très populaires. WrestleMania, parlons un petit peu du concept de WrestleMania, sachant que quand tu regardes ça aujourd'hui, c'est quand même pas un show terrible, quoi. Non, c'est pas un show terrible, c'est un peu bidon. C'est pénible à regarder. C'est court aussi, c'est très court. Ça ne dure pas 6 heures cette année. Donc, bon, bref, vas-y, continue. Tu m'as tout coupé. 6 heures, voilà, ça va être long. Oui, WrestleMania, le point. Le but de WrestleMania à la base, c'est quand même d'être l'événement promotionnel ultime. Au final, c'est un peu ça. C'est l'événement où on va pouvoir montrer que le catch, ça peut être in, et ça va prouver que ça peut être in, exactement voilà ce que je disais tout à l'heure, où tu vas avoir un mix de célébrités, justement de partir de ce carcan des salles humides dans le noir, avec le sang, les pecnos qu'on peut voir. Les mafieux qui fument des cigares. Voilà. Justement montrer un truc un petit peu plus classe, une production un peu plus chiadée, et puis d'amener quand même des gens connus. Non mais c'est pas des pécores, les gars, comme Red Charles. Mais il y a quand même Red Charles, il y a Mohamed Ali. C'est au premier. C'est au deuxième. C'est un exemple. Mais t'as Mohamed dans les Ali, plus grosses stars. T'as Liberace qui est là, qui est super. Que nous on connaît pas en France, mais c'était quand même une grande star. C'était le Michou des États-Unis, et encore plus connu que Michou. Et qui c'est il y a un film d'ailleurs sur Liberace qui est sorti. Oui, bien sûr. Voilà, il y a quelques temps. Bon, whatever. Mais oui, il y a Liberace, il y a comme tu as dit, Mohamed Ali, il y a Cyndi Lauper, il y a Mr. T. Et vous imaginez pas, l'agence touriste, The A-Team, le crédit que pouvait avoir Mr. T à l'époque et l'appeal, les gens étaient vraiment à burn sur Mr. T. Il y a c'est. L'année d'après, c'est Red Charles, je crois. C'est quand même pas rien. WrestleMania 2, c'est Red Charles, oui, il me semble qu'il fait l'hymne. Au 3, c'est Aretha Franklin et Alice Cooper. Et puis vraiment, c'était des gens pertinents. C'était soit des stars, soit vraiment des gens pertinents de l'époque. En effet, avec Mohamed Ali, qui est quand même une grosse star, Cyndi Lauper et Mr. T, c'était mélanger et la télé et la musique, de prendre deux des personnages les plus connus. Et ils vont filmer des gens qui étaient justement au Madison Square Garden pour le premier WrestleMania, et t'avais un petit peu... on va pas les connaître, c'est pas non plus un who's who de l'époque, mais je me rappelle très bien qu'il y a Danny DeVito qui est là, ils interviewent plein de gens qui sont mais le catch c'est génial, WrestleMania, faut pas le rater, et tu vois plus ça aujourd'hui, tu vois juste parfois WrestleMania, tu vois toujours
le mec de ZZ Top parce que c'est un gros fan de catch. Il y a Kid Rock qui arrive tous les 5 ans pour les Voilà, tournées. t'as Rick Rubin, le producteur là, des États-Unis, lui aussi c'est gros fan de catch, ouais, il va être là. Tu vas avoir toujours les mêmes personnes un petit peu connues. Tu auras Fred Durst de temps en temps parce qu'il a un album à vendre et puis voilà. Bon. Mais sinon, tu vois qui aujourd'hui? Il n'y a plus personne de pertinent qui vient à la WWE. Et à l'époque, par contre, ils avaient ça. Et ça a été dit partout. Et je pense que ça, sur le coup, c'est vraiment vrai. Si ça n'avait pas marché, la WWF, elle pouvait mettre la clé sous la porte, quoi. Et tu vois ce qui est hallucinant, ce que tu as dit, j'étais sûr en préparant l'émission que tu ferais ça, pas un mot sur le catch. Bah, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Bah oui, enfin, il y a que le main event est pas mal. Le main event, c'est Hogan et Mr. T contre Paul Orndorff et Piper. Voilà. Et oui, non, mais le catch, quoi. Le seul truc qu'on peut dire, c'est que c'est qui? C'est Steamboat? C'est Santana ou Steamboat dans l'opener? C'est Tito Santana, je crois. Voilà, contre l'Executioner. Il me semble que c'est The Executioner contre Tito Santana. Voilà, c'est la seule chose à dire vraiment de pertinente, c'est Tito qui a eu le premier match. Et c'est sa seule victoire à WrestleMania d'ailleurs, voilà, c'est la seule chose. Il y a André qui donne de l'argent aux gens, c'est bien. Voilà, bien, Big John Studd, voilà, c'est le Body Slam Challenge, c'est ça, voilà. Bon, il y a deux, trois... Oui, mais le catch, à un moment donné, c'est pas un show de catch. À un moment donné, c'est vraiment un événement promotionnel, c'est un appart témoin. C'est très bien dit. Voilà, c'est exactement ça. Et par contre, putain, il a bien meublé, quoi. Et en effet, on a envie d'acheter le truc. Et ça va rapporter un maximum de thunes. Le Madison Square Garden, il va être blindé de gens. Et surtout, ça va amener un impact média extraordinaire. Ah ben, tu m'étonnes. Hogan, il va être en couverture de Sports Illustrated. C'est pas rien. C'est pas rien. Sports Illustrated qui donc, officialise qu'elle aime le regard du catch, finalement. Il sera en couverture de Sports Illustrated et ce sera le plus vendu de l'année après une édition maillot de bain. De Sports Illustrated, tu vois. Ouais, les éditions maillot de bain de Sports Illustrated, elles sont toujours tout à fait nulles. C'est honteux d'ailleurs de faire ça. Hein, oui, Céline. Oui, voilà. Non, jamais on achèterait ça. Nous, ça. Jamais. Donc bravo à Vince McMahon qui donc ne met pas la clé sous la porte du tout. Bravo à lui. Qui met pas du tout la clé sous la porte. Et Guingamp, il est parti pour un WrestleMania tous les ans. Il y aura WrestleMania 2 qui sera complètement oubliable. Par contre, il va tenter le truc, on va le promouvoir depuis 3 villes. Je sais pas trop quel était le... de faire 3 gates en fait, de faire 3 salles avec 3 gates, putain c'est 3 recettes, voilà, 3 recettes de salles, les salles étaient à Burn et puis surtout c'était incroyable de diffuser ça en closed circuit et puis dans les cinémas. Le circuit fermé. Voilà, c'était diffusé dans les salles de cinéma où tu pouvais aller voir ton petit WrestleMania tranquillou dans les salles de cinéma, pépère, avec ton popcorn. Voilà, et par contre, ils avaient un peu peur des incidents techniques, mais après, Vince McMahon a toujours eu de la chatte, et ça me tarde que tu arrives à WrestleMania 3 pour une des meilleures anecdotes que j'ai lues récemment sur WrestleMania 3, qui montre vraiment que le mec était d'une couillu, et de deux, un peu béni des dieux. L'âge d'or de la WWF, on est en plein dedans, c'est de 84 à 1990, à WrestleMania 6, on s'accorde un peu tous dans le catch à dire que c'est la fin de l'âge d'or pour plein de raisons, on va y revenir dans quelques instants. Vince McMahon qui va construire sa promotion autour d'Hogan, de Savage et d'André le Géant. C'est pas mal. C'est quand même... C'est une bonne idée. C'est une bonne idée et on va parler de sa plus grosse réussite ever, c'est WrestleMania 3. Le plus gros WrestleMania de l'histoire du catch, autant en impact qu'en foule. On a appris récemment qu'il avait menti. Alors WWE a menti sur WrestleMania 32 d'à peu près, mais carrément, mais genre près de 30 000. Ils ont vraiment abusé. 75 000 ou un truc comme ça. Ils étaient censés être 102 000 et finalement ça a été annoncé à 70 000 et je crois que c'est un en dessous. Ou alors peut-être juste un petit peu au-dessus de WrestleMania 3. C'est dans les oui, c'est... Ça reste WrestleMania 3, je crois, Bon, bref, parle-nous de WrestleMania 3, Ravi, toi qui as envie d'en parler. C'est 76 000 personnes. Ouais. Ils ont toujours dit 93 000 personnes dans le Pontiac Silverdome. Non, c'est 76 000. Et en effet, pour WrestleMania 32, on a dépassé les 100 000. Rien du tout. Ils étaient à 72 000, 75 000. En comptant les gens qui sont là pour placer, j'ai vu ça, la foule à leur place. Oui, le vendeur de hot dog, voilà, les techniciens d'UB, les catcheurs. Donc, bon, bref, et WrestleMania 3, alors il y a un truc génial, c'est que c'est donc le Pontiac Silverdome qui est booké. C'est juste préciser les couilles de McMahon de tourner André aussi.
Oui, oui, On oui, oublie, oui. on va en parler un jour, André le Géant dans la fabuleuse histoire. Ouais. Le Oui. plus grosse star de l'histoire du catch avec Hulk Hogan, pratiquement. Tourner André le Géant, c'était quand même sacrément couillu. Il aurait pu se vautrer, mais bref, parle-nous du Pontiac Silverdome. Donc il le book déjà, il y avait eu le pape, il me semble, qui était passé quelques mois avant, ou possible. U2 ou un truc comme ça. Enfin, Le pape ou YouTube. je sais plus, ou peut-être les deux. Je sais plus, mais en tout cas il y a non mais je déconne Le pas. pape ou Bono, oui. Non, mais je sais qu'ils avaient et qu'a priori ils ont ramené autant voire plus de gens que Ouais. le pape dans ce salle. Ou U2. C'est pas les Ah. Rolling Stones, c'est les Rolling Stones. Ah Bézu. C'est les Rolling Stones. Bon, je suis presque sûr que c'est les Rolling Stones. Bon, Bon, le peut-être les pape, Stones. Mick Jagger, bon. Ouais, c'est pareil. Peu importe. Donc déjà, tous ceux qui étaient autour de McMahon à l'époque, ils étaient, t'es sûr quand même, il y a quand même pas mal de monde, quoi. Ouais, si, ça va aller. Et puis, bordel de merde, en fait, ils s'aperçoivent que ils vont installer des écrans géants dans la salle, pour que tout le monde voit quand même, parce que après, tu vois des fourmis catchées. La salle est super quand même, c'est grandiose. Hein, dans le Ah oui, sport, oui, oui, oui. Et puis bon, c'est quand même une putain de grande salle. Et en effet, quand t'es en haut, tu vois la peau du zob. Donc ils se disent, bah tiens, on va installer des écrans géants pour que les gens y voient quand même. Bonne idée, quoi. Manque de peau. Ils s'aperçoivent que si la nuit tombe, Contre-jour. aux 2 tiers du show, ou pour le dernier tiers du show, et qu'en fait, pendant les 2 tiers du show, les gens ne pourront pas voir les écrans géants, quoi. Alors, il y a plein d'idées, ils sont là, est-ce qu'on couvre le toit, est-ce qu'on peint, même à un moment donné, est-ce qu'on met un truc sur le toit qu'on peint, c'est pas possible, merde, ça va être la merde. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un dans la salle qui fait, ou alors il faut qu'il fasse pas beau. Et a priori, Vince McMahon s'est tourné, a fait, c'est décidé, il pleuvra. Et véridique, le jour du show, il pleut, quoi. Il fait pas beau et les écrans là, ah bon. C'est génial. Le Parce que mec c'est s'en- pas cette anecdote. Le mec s'en bat le nœud, quoi. Il fera pas beau, on verra. C'est décidé. C'est moi Dieu, j'ai Dieu sur décidé. J'ai décidé, c'est comme ça, quoi. Et franchement, sur le coup, soit le mec est complètement... Enfin oui, il l'est, mais... Il a fait le geste de fou, Rabi. Voilà. parce voilà, qu'on va pas- et coucou. Où il a une chatte incroyable, mais il faut avoir quand même des couilles de dire, bon, ben, non, on n'en parle plus, il fera pas beau. C'est pour ça que c'est gris. C'est vrai qu'il est gris ce show. Mais il fait pas beau. Ouais, c'est vrai. Super. Le mec a décidé. Bon, mais bref, bravo à- voilà. Donc, bravo, c'est- bravo à Vince McMahon pour la pluie. Mais oui, Hein c'est incroyable d'être aussi confiant en soi, quoi. Je trouve ça absolument incroyable de pas avoir la trouille. Enfin, il devait l'avoir au final, mais peut-être pas le montrer devant tout le monde. Mais c'est très révélateur aussi de la personnalité de Vince McMahon. Et en effet, et il y avait que 76 000 personnes ce jour-là, mais a priori ils auraient pu en remplir 2. Il y a eu des gens qui ont été Refoulés à l'entrée. Ouais. Putain, c'est fou. Ils auraient pu sold out, mais 2 ou 3 Pontiac Silverdome, les gens voulaient venir absolument. Dans tous les cas, WrestleMania 3, une grosse réussite pour la WWF. C'est le match, en tout cas Hogan André, plus gros match de l'histoire de la promotion qui va cimenter la Hulkamania. Parce que la Hulkamania, c'est à travers tout le pays, c'est un phénomène de comme on le disait tout à l'heure, de pop culture très envahissant dans les médias. Et c'est vraiment une vache à lait, une vache à traire. Comme tu disais tout à l'heure, Hulk Hogan. Là, c'est en 87, au printemps 87. Et il y a un truc important aussi, on parlait tout à l'heure des tactiques promotionnelles de McMahon un petit peu mafieuses. Et aussi du fait qu'il faille étrangler, prendre par la gorge la compétition. Cette année-là, en 87, à Thanksgiving, c'est les premiers Survivor Series. Pourquoi ? C'est très important dans l'histoire du catch américain, les series en 87. Tout simplement parce que suivant le succès de WrestleMania 3 en pay-per-view, faut savoir que la première star du pay-per-view, en effet, c'est le catch. Très clairement, c'est ça qui vendait le plus au début, c'est le catch qui a lancé le pay-per-view. Eh bien, Vince McMahon se dit, c'est moi le roi du pay-per-view, j'ai pas envie que la WCW, enfin Jim Crockett Promotions à l'époque, la NWA, voilà, fonctionne plus que ça en pay-per-view. Donc ma foi, Starrcade, il commence à me faire chier un petit peu. Starrcade qui marche très bien, qui est un gros show de puristes historique. Il y a voilà, c'est Harley Race, c'est Ric Flair, c'est Dusty Rhodes, c'est toutes ces stars incroyables d'ailleurs. Et puis on se rend compte aussi que
Quand je pense par exemple à Piper contre Greg Valentine à Starrcade 83, le fameux match, le Doc Collar match, bah, tu te rends compte que Piper il est avec Vince McMahon maintenant, que Valentine il est avec Vince McMahon maintenant. On voit que McMahon a fait un gros raid, terrible, de toutes les promotions alentours. En effet, Starrcade est un show vénéré par les fans du catch pur. Voilà. Et donc McMahon, il se dit, tiens, j'ai qu'à faire un show. Le jour de Starrcade, quoi. Je qu'à les faire chier, après tout, c'est pour Thanksgiving, avec coolos, quoi. On va essayer de se faire les couilles en or. Mais le problème, alors, quand les patrons des trucs de pay-per-view apprennent ça, ils sont trop contents, quoi. Parce que le catch, à l'époque, ça marche trop bien. Et ils se disent, putain, c'est trop cool, les fans de catch, on va leur soutirer toute leur thune, et ils vont passer toute la journée après avoir mangé à regarder 2 shows de catch. Ils vont regarder et Starrcade et WrestleMania et les Survivor Series. Ça va être gavé bien. Sauf que Vince McMahon, lui, il n'entend pas de cette oreille. Et il fait rien du tout. Si vous voulez diffuser les Survivor Series, vous diffusez pas Starrcade. Donc du chantage. Oui. Enfin, tu l'appelles comme tu veux. Après, voilà. C'est une méthode de business comme une autre. Et comment ça va fonctionner ? Comment ça va fonctionner ? Eh bien, écoute, si WrestleMania 3 qui a explosé les ventes de pay-per-view, en voyant ça, les mecs du pay-per-view, ils se disent fait chier quand même, qu'est-ce qu'on fait ? On fout Starrcade, on fout les séries. Eh bien, il me semble qu'il y a environ 80% des diffuseurs pay-per-view qui vont choisir de diffuser ces Survivor Series, et Starrcade, ils vont l'avoir dans le yonf. Ouais. Voilà, mais par contre, ça a bien marché, les séries. Ça a bien se vendre. Super bien, ça a super Starrcade, bien ça a moins bien se vendre. Et puis c'est un concept novateur également. On n'oublie pas que Vince McMahon et ses collaborateurs ont lancé pas mal de concepts extrêmement novateurs. Donc il n'y a pas que WrestleMania, il y a aussi le concept des Survivor Series. Et il fera un peu pareil 2 ans plus tard avec le Rumble. Enfin 1 an et demi, un peu plus d'1 an plus tard avec le Rumble. C'est aussi pour contrer WCW. Le Rumble, une idée géniale de Pat Patterson, qui est Pat Patterson, le bras droit pendant très longtemps de Vince McMahon. À quel point Patterson il est important dans la réussite de la WWF. Il est primordial. Je pense que c'est déjà un petit peu, comme qui dirait, peut-être pas une voix de la raison, je ne sais pas, mais en tout cas, celui qui sera toujours là pour conseiller, celui qui sera toujours là pour aider Vince McMahon, surtout pour les idées de catch. A priori, c'est le meilleur finish guy de l'histoire du catch. Si les catcheurs cherchaient un finish, qu'ils trouvaient rien, ils allaient voir Pat Patterson, et Pat Patterson, ils disaient, alors attends, votre match, expliquez-le-moi un petit peu, et en 2 secondes, il te trouvait des idées partout, il allait te donner des détails à mettre dans ton match. Chris Jericho, notamment, dit que Pat Patterson, avec des discussions avec Pat Patterson, il a plus appris qu'en 15 ans de carrière avant, quoi. A priori, c'est un génie pour construire un match. Il était revenu, Pat Patterson, pour l'Ironman match 96, justement, il avait pris une pré-retraite. Oui, et puis il y avait aussi une histoire de harcèlement sexuel dont il avait été accusé. Enfin, accusé. Ça, c'est avant. C'est avant, mais il doit partir à un moment donné, Pat Patterson, pour un petit peu. C'est ça, c'est 91-92. Mais Pat Patterson, oui, c'est le génie un des génies créatifs, plus le côté catch que le côté marketing, et surtout, l'homme de main complètement, et le bras droit de Vince McMahon. Oui. Il est primordial. Il y a toujours eu une grosse mafia autour de Vince McMahon. Il y a des noms importants. Lou Albano, on en a parlé. Tony Garea, qu'on connaît un petit peu moins. C'est le mec que vous voyez de temps en temps séparer des bagarres entre catcheurs avec des cheveux blancs. René Goulet, Gorilla Monsoon aussi. Bras droit de Vince McMahon pendant longtemps, et aujourd'hui toujours, il est entouré, on sait, il y a Kevin Dunn qui est son porte-flingue, il y a Michael Cole, JBL, Kane, qui ont un petit peu l'entourage très proche de Vince McMahon, qui a toujours été entouré de personnes pour l'assister, qui ont été capitales aussi dans la réussite de la WWF et de WWE. Tout ça pour dire que après WrestleMania 3 et les séries, Vince McMahon va continuer à s'acoquiner un petit peu avec le business américain et avec la pop culture, parce que il va s'associer à Donald Trump pour WrestleMania 4 et 5, une amitié qui dure toujours, au point que Linda McMahon est dans le gouvernement américain aujourd'hui. Donald Trump, qui était une figure de proue du divertissement, très populairement connue au moins, et importante dans les années 80, en 87, 88, notamment pour WrestleMania 4 et 5, parce qu'ils l'ont fait chez lui, au Trump Plaza. Ouais. À Atlantic City. Ouais. D'ailleurs, au final, c'était pas si terrible que ça, puisque les spectateurs au Trump Plaza, a priori, étaient surtout des vacanciers
qui venaient pour voir le show et pas spécialement des fans de catch dans l'absolu. Il y avait beaucoup de gens qui étaient juste au Trump Plaza qui avaient fait tiens, il y a quoi là, il y a des blaireaux en slip, et putain, on va voir alors. Et puis en plus, c'est pas non plus une chance incroyable parce que WrestleMania 4 c'est quand même nul. C'est long, c'est chiant. Et WrestleMania 5, c'est pas. Il y a Hogan Savage, mais bon, le reste dans mes souvenirs n'est pas tout à fait. Enfin, je me rappelle de. Les Rockers, c'est bien, il y a Twin Towers. Voilà, il y a des catcheurs cool, mais c'est vrai que le show, il y a Rick Rude et Warrior qui est pas mal quand même. C'est pas si mal, parce que c'est quand même Rick Rude. Donc WrestleMania 4 et 5, un peu oubliable, surtout qu'il y a une autre histoire en 89, le 10 février 1989. C'est un point, les enfants, extrêmement capital dans l'histoire du catch. C'est peut-être le point le plus controversé de l'histoire de Vince McMahon qui a changé le catch pour toujours. Il faut savoir qu'avant le 10 février 1989, il y avait la commission athlétique qui était d'État. C'était, attention, une structure d'État des États-Unis qui était présente à tous les shows de WWF parce qu'ils s'occupaient, comme un vrai sport finalement, de délivrer des licences, des permis pour les catcheurs, pour les arbitres, et le timekeeper. Voilà, parce que le timekeeper à l'époque, celui qui sonnait le gong, avait un rôle pseudo-officiel de c'est lui qui notait la durée des matchs, les finishes et tout le bordel. Et WWF et tous les shows de catch, tous les promoteurs de catch étaient obligés de payer une taxe qui devait pomper sur leurs revenus de recettes des gens qui venaient, ce qu'on appelle la gate, c'est le pognon engendré par les gens qui viennent voir le show sur place, c'est le prix de l'entrée. Et que va faire Vince McMahon pour économiser énormément de milliers, de centaines de milliers de dollars pour ne pas avoir à payer cette taxe rabis? Et ça, il y a beaucoup de gens qui vont encore plus avoir envie de le tuer, et les complots vont naître contre lui à cause de ce jour-là, le 10 février 89. Que s'est-il passé quand Vince McMahon est passé devant la commission athlétique du New Jersey? Eh bien, il leur a dit tout simplement, je vais pas payer votre taxe parce que moi, ce que je fais, c'est pas du pro wrestling et que le pro wrestling, c'est fake et que moi, je fais du divertissement sportif. C'est un divertissement, c'est un spectacle, c'est pas du tout legit. Donc j'ai aucune raison de payer votre taxe sur le sport, là, moi rien à branler du sport, moi je fais du spectacle. Donc on n'est pas du tout à la même branche les gars, donc désolé, je payerai plus. Linda McMahon avec son entreprise Titan Sport, qu'elle gérait avec Vince McMahon, essayait depuis des années déjà d'essayer de faire sauter cette taxe. On oublie aussi Linda McMahon, qui est comme une personne extrêmement brillante en termes de business, et une commerciale rêvée pour Vince McMahon. Mais c'est Vince McMahon qui va devoir prendre soit son courage à deux mains, soit sa folie à deux mains, pour se mettre tout le catch à dos, finalement, tous les vieux briscards, les vieux de la vieille. Et ça, c'est le premier bris de kayfabe de l'histoire, voilà, pratiquement. Non, il y a eu l'histoire de documentaire aussi, juste avant WrestleMania, avec ce catcheur qui a frappé un caméraman parce que le caméraman avait dit que c'était un truc fake et Vince McMahon a eu des problèmes de procès, bon, peu importe. Mais ça, c'est important parce que le premier mec à vraiment faire ça, c'est Vince McMahon. C'est à quel point Vince McMahon s'est fou de se dire qu'il était déterminé à économiser le plus d'argent possible, peut-être en foutant en l'air tout le business du catch. Parce que lui, justement, a toujours voulu se distancer justement, comme je disais tout à l'heure, du catch crade bouseux, voilà, du catch bouseux, du wrestling, voilà. Et a priori, Ted Turner, il a fait moi j'aime bien mon wrestling sur ma chaîne de télé. Et Vince McMahon, il a fait c'est bien pour toi, mais on n'est pas dans le même business parce que toi, tu es dans le wrestling, moi, je suis dans le divertissement sportif. D'ailleurs, ça fait un bail que le sports entertainment, sauf que maintenant, on n'entend plus du tout le mot wrestling pratiquement à la WWE. Quand c'est dit, c'est limite du shoot. Quand on entend un catcheur dire que c'est un wrestler, on est là, oh, alors qu'en fait, ben non, c'est quand même incroyable. Mais oui, Sports Entertainment, ça fait un bail quand même qu'il utilise, ça fait bien 30 ans, je pense, que cette phrase est utilisée. Et lui, il s'en fout. En fait, lui, il veut faire du pognon, il veut avoir le monopole sur le truc, et quitte à foutre en l'air le pro wrestling, vu que lui, il ne book pas du pro wrestling. Lui, il fait en effet un soap opéra de catch, mais oui, tous les catcheurs, tous les vieux old-timers, même Ric Flair avait dit dans des interviews récentes où il en revenait pas, quoi. Mais il nous nique vraiment notre truc, quoi. C'est fou, quoi, de chier autant dans l'assiette comme ça, quoi. C'est pas banal. Il chierait dans l'assiette, quand même. Et il va niquer tout le monde, parce que lui, il s'en sortira au final, en disant que c'est du divertissement sportif, il s'en branle. La WWF, c'est du cinéma, quoi. Les autres, bon...
Puis ça se fait pas, voilà, c'est non seulement les territoires, niquer les territoires, acheter tous les mecs des autres et l'expansion nationale, ça ne se fait pas, mais alors venir dire qu'en plus, mais en plus les gars, c'est du chiquet. Oui, non, c'est la goutte d'eau hein, qui fait monter la mayonnaise. Et merci Maximilien, désolé pour ton élimination de Top Chef d'ailleurs. Donc ensuite, il faut savoir aussi que ça, c'est capital dans l'histoire du catch parce que ça va ouvrir la porte à des tas de structures indépendantes qui vont vouloir monter des shows de catch sans être taxés. Finalement, donc un mal pour un bien, on ne sait pas trop, on n'est pas là pour en discuter, mais c'est important dans l'histoire du catch. Alors on parlait en 89, donc ça c'était le 10 février 89, on parlait des erreurs de Vince McMahon. Il y a eu le Black Saturday qui était la première erreur de Vince McMahon. On parle aussi donc le scandale dont on veut parler, on y reviendra dans quelques minutes, mais avant, deuxième erreur de Vince McMahon, l'Ultimate Warrior. Je pense qu'il faut en parler parce que Vince McMahon va estimer qu'il est peut-être temps de passer le flambeau de Hogan à l'Ultimate Warrior. Il va le faire à WrestleMania 6 et ça n'a pas marché du tout, hein, l'Ultimate Warrior. Non. Alors ça, disons que le truc, c'est que ça marchait dans l'absolu. L'Ultimate Warrior était super over, ça marchait bien. À WrestleMania 6, c'est du 60-40, presque 50-50, 60-40 pour Hogan. Mais bon, il se dit, le Warrior, voilà, il est un peu plus jeune, il a quand même un physique très attrayant, les gamins l'adorent. Le maquillage, le côté fluo, l'énergie. Il transcende carrément l'idée de McMahon du cartoon quand même, le Warrior, ça va encore plus loin. Quoi. Oui, non, c'est ça. Il a trouvé en fait un petit peu le chaînon manquant hein, entre la réalité et le délire complet. Hein, même si on se rapproche quand même plus du délire complet avec l'Ultimate Warrior dans l'absolu. Hein. Mais oui, mais après, franchement, alors, c'est quelque chose que je peux saisir. Quand t'es Vince McMahon et que t'as une idée du business comme lui a, l'Ultimate Warrior, c'est parfait. Non, il est musclé à Burn comme lui, il aime ses catcheurs. Mais le truc, c'est que le Warrior, il aurait jamais pu être booké nulle part ailleurs que par Vince McMahon. Les vieux promoteurs old school, ils en veulent pas de l'Ultimate Warrior. C'est un guignol pour eux, quoi. Oui, mais ils s'en branlent. Mais non, c'est pour te dire à quel point Vince McMahon est à contre-pied du reste du catch. Après, au final, je sais pas, parce que Sting, dans l'absolu, il est au début de Sting. Non, mais il sait catcher. Oui, au début, c'était mauvais, mais il a progressé. L'Ultimate Warrior n'a pas bougé d'un poil. Ouais, au final, j'ai envie de te dire que Sting, il a progressé, mais il a eu ses meilleurs matchs contre Ric Flair, qui à l'époque, contre le Warrior, je pense qu'il aurait pu avoir un 4-3 quarts. Hein. Ah, t'es ambitieux quand même. Le Warrior, je suis pas d'accord. On n'a jamais été d'accord là-dessus. Ah, mais encore une fois, et Warrior Hogan, c'est 3,5. Oui, d'accord, oui, mais bien sûr. Pour les deux, c'est 5. Hein. Non, mais franchement, il pouvait pas faire mieux. Warrior Rick Rude, c'était honnête. Warrior Savage à WrestleMania 7, c'était hyper bien. Bon, voilà, on a fini. Hein. On a fait le tour des bons matchs de Warrior. C'est pas pour dire que. Voilà. Mais après, si on réfléchit bien, les bons matchs de Sting, il y en a pas non plus des caisses et des caisses. Si t'enlèves les matchs contre Ric Flair. J'ai pas spécialement de souvenir il y a quand même pas mal d'autres bons matchs. Il a fait un super match contre Rick Rude aussi. Notamment, contre Vader, c'était pas mal. Oui, contre Cactus Jack. Bon, il était quand même, il était meilleur. Je dis pas le contraire, mais je dis que le Warrior, avec son physique, son charisme et le tout, je pense que ce mec-là aurait quand même, à la même époque, aurait pu être booké aussi chez WCW. Peut-être pas autant, je ne sais pas. Mais en tout cas, il aurait pu. Mais le problème, c'est que oui, Hogan, qui se fait un petit peu vieillissant, ça fait quand même, là, c'est combien ? C'est 90, ça fait 6 ans qu'il est au top. Bon, il se dit, on va peut-être essayer autre chose, mais bon. Donc le Warrior, ça marche pas pour deux raisons. La première, c'est qu'il est un peu, comment dire ça, le Warrior ingérable, il est intellectuellement un peu bizarre. Il y a des problèmes de contrat, des problèmes d'humeur avec le Warrior, donc c'est un mauvais cheval sur lequel miser personnellement ou pour du business interne. En tout cas, c'est une mauvaise idée. Et il y a aussi le docteur Zahorian qui va poser beaucoup de problèmes. Ça, on va en parler. C'est aussi extrêmement important dans l'histoire de la WWF et du catch américain parce que l'épopée McMahon a bien failli s'arrêter au début des années 90 parce que Vince McMahon n'a jamais, on se rend compte, on apprend, que Vince McMahon n'hésite pas à fournir des anabolisants et des stéroïdes à ses catcheurs
limite il leur fout la seringue dans le bras, et le problème c'est qu'il a un Mongolien avec lui, c'est le Dr Zahorian qui s'occupe de le fournir, et qui va trop parler, parce que quand il va vendre des stéroïdes et des anabolisants à des boxeurs, il va se vanter, non pas des boxeurs, des bodybuilders, se vanter que il fait des prix vachement plus élevés pour les catcheurs, puis ça va finir par se savoir, et la police d'État va commencer à un petit peu se pencher sur le cas de Vince McMahon. Parle-nous un petit peu de ce procès où Vince McMahon a failli prendre quand même pas loin de 10 balais de prison. Alors le docteur Zahorian, déjà, c'était un petit peu l'ami, en effet, des catcheurs. Si mes souvenirs sont bons, vous pourrez me reprendre, mais il me semble que il avait un surnom du genre Candyman ou quelque chose comme ça, vu qu'il amenait quand même les petites friandises aux catcheurs qui étaient friands de petites friandises. Ils étaient contents. Et en effet, ils étaient tous quand même super dopés. Si on regarde les physiques de l'époque... Hogan, Warrior, Bulldog, c'est les trois Warlords. Voilà, c'était quand même pas... c'était un peu synthétique, comme qui dirait. Et donc, en effet, à un moment donné, le gouvernement s'aperçoit que, il y a peut-être un petit problème dans cette histoire-là. C'est peut-être pas tout à fait légal, cette histoire. Et donc, ils décident de mettre le nez. Et puis, en même temps, forcément, le gouvernement, c'est toujours cool pour eux de venir foutre la merde dans un truc qui marche bien. En plus, tu vois, c'est que non seulement la WWF, ils étaient pas très, très légaux, mais qu'en plus... Faire tomber un truc aussi populaire, c'est toujours un truc que les flics aiment bien, quoi. Ils vont pas s'attaquer à la promotion de catch qui va attirer 50 pimpins, même si en effet il y avait même le Warlord et Hogan qui étaient dans cette promotion, ils ne seraient pas venus. Par contre, s'attaquer à un truc qui rapporte des millions de dollars, qui est très populaire, ça, ils veulent bien. Et donc, il va y avoir un procès quand même qui va s'étendre sur 2 ans. 1 ou 2 ans, de 93 à 95, même si l'enquête avait commencé bien avant. On sait que tous les bordels comme ça, c'est quand même très très long. Voilà, c'est pour ça que le Warrior va pas durer non plus, parce que Vince McMahon va commencer à essayer d'atténuer le tout en commençant à promouvoir notamment des mecs comme Bret Hart, dès 91-92. Voilà, il y a une épuration du roster qui est absolument incroyable, justement en 1992. Où le Warrior, le Bulldog, le Warlord, Hercule, tous les mecs comme ça qui sont hyper musclés vont dégager. Et en effet, Bret Hart va bénéficier du fait d'être à peu près le seul sur qui McMahon peut compter et qui est à peu près marketable. Marketable pour sa promotion et en ayant un physique normal. Ric Flair est un peu trop vieux, Shawn Michaels c'est un peu trop jeune, Tito Santana, il sait plus ce que c'était, le Matador ça marche pas. Superfly il est déjà mourant à l'époque. Oui, voilà. Undertaker il a pas besoin de la ceinture et puis tu peux pas, voilà. Il se retrouve à se dire... Savage il commence à plus en vouloir. Mais Savage voilà, en 92 il donne le titre mais c'est parce qu'il y a plus vraiment personne d'autre, vu que Hogan se dit je vais quand même faire du cinéma parce que je suis quand même un super acteur. Et donc voilà, McMahon il se dit on va épurer tout ça, on va prendre une autre ligne directrice, on va peut-être marcher un petit peu plus avec le work rate. C'est pour ça qu'il décide de prendre Yokozuna. Parce que non, en fait, je déconne. Et il va quand même partir sur les gros monstres. Il aime bien quand même avoir un top guy qui est bien musclé et qui est imposant. S'il pourra pas être musclé avec des stéroïdes, ce sera un gros tas de merde. Donc il va prendre Yokozuna pour justement avoir un monstre heel. Hogan repassera par là quand même entre temps, parce qu'il faut pas déconner. Mais voilà... il épure complètement ce roster pour montrer, regardez, enfin, je sais pas de quoi vous parlez, regardez mes catcheurs, ils sont quand même plus ou moins normaux, non, mais oui, mais il y a 6 mois quand même, non, ils s'étaient drogués, mais c'est pas ma faute. Et Hogan va être entendu pendant des heures, il va nier en bloc. Il va juste lui dire qu'il aura pris des anabolisants ou des stéroïdes, je sais pas, je connais pas très bien, parce qu'il avait un problème d'épaule. Oui, pour soigner une blessure. Pour soigner une blessure, et McMahon était prêt à quand même laisser la baraque. Est-ce que tu sais à qui ? Jerry Jarrett. Jerry Jarrett. Ouais. C'est très étonnant. Parce qu'il était en partenariat avec lui et Lawler avec l'USWA. D'ailleurs, ça, c'est un truc que j'encourage les gens à regarder sur le network. La USWA, ça a été la fusion de la World Class, qui était mourante, sans vouloir faire de jeu de mots pourris, et de la Continental Wrestling Association. Donc, c'était. Les Von Erich, après, se sont fâchés avec Jerry Jarrett. Et donc, c'est Lawler qui a pris le pouvoir avec Jarrett. Jusqu'en 96 et ils vont faire un partenariat et j'encourage tout le monde à regarder parce que ils vont faire une feud en 93 avec un Vince McMahon heel qui sera à l'écran des shows
horribles, ils sont moches, hein, les shows de USWA, je crois que ça se trouve sur le network, et vous allez voir un Vince McMahon heel qui va pouvoir travailler un peu le personnage qu'il aura après 97, où il sera juste un millionnaire, gros booker d'une grosse structure, contre Jerry Lawler, qui est le top guy partout où il allait, à part à la WWF. De toute façon, Jerry Lawler, pas oublier que c'est... Partout où il se bouquait. Partout où il se bouquait, mais quand aussi. même, à une époque, Oui. Jerry Lawler, c'est John Cena avant l'heure, quand même. Partout où il était, c'était Dieu sur Terre, alors que c'est pas un catcheur avec un work rate extraordinaire. Oui, non, mais à Memphis, parce qu'il a pu se booker en tant que, et qu'il avait le charisme Il aussi. avait un charisme, voilà. des promos, et un sens de la psychologie de Jerry Lawler rare. Oui, on est d'accord, mais après, quand tu te bookes toi-même, c'est quand même plus simple aussi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Très très rare, mais en tout cas, ça marchera pour lui. Ouais. Vous verrez Bret Hart travailler en heel déjà en 93, parce que McMahon va se servir de USWA comme un territoire de développement, un peu comme il l'a fait avec ECW, puis plus tard avec Ohio Valley Wrestling. Je sais plus très bien qui est sorti de USWA. Je crois qu'Adam Bomb, c'est pas un nom, bon voilà, mais je crois qu'Adam Bomb en est sorti par exemple. Oui, enfin, il y avait plein de catcheurs qui étaient signés par WWF qui allaient là pour se faire Voilà, les c'est dents, et voilà. Et vous allez voir Tatanka là-bas aussi, le Giant Gonzalez, que Vince McMahon recrute pour essayer de nuire à Jerry Lawler. Bret Hart travaille en heel, Owen Hart aussi, enfin c'est très étonnant. Quand on connaît bien le catch de l'époque, voir ce qui se passait dans une autre promotion mineure, sponsorisée par Vince McMahon, c'est assez rigolo. Et donc McMahon qui va pas être emprisonné, ça évidemment, Non. mais c'est pas passé loin quand même. Alors c'est pas passé loin du tout, et a priori ce qui est absolument fandard et qui montre encore une fois la chance de Vince McMahon, même s'il y a peut-être eu 2 ou 3 pots de vin, on sait jamais, hein, ce serait pas non plus très étonnant, mais a priori ce qui a sauvé Vince McMahon, c'est les témoignages contre lui. Ah oui. C'est assez fou, mais oui, parce que en fait, les témoignages contre lui étaient bien trop virulents et contre la personne, et en fait ont plus nuit à leur argument. Ouais. à leur argument et à ceux qui attaquaient Vince McMahon, parce que c'était des contre-témoignages en fait presque, parce que Vince McMahon, alors est-ce qu'il vous a fourni des stéroïdes? C'est un connard. Oui, non mais c'est pas et puis il m'a viré, et puis c'est pas normal, machin. Ah bon. Alors que les témoignages pour Vince McMahon étaient horribles, parce qu'il avait demandé à ses hommes de confiance, comme Gorilla Monsoon et compagnie, d'aller témoigner, mais les mecs, le kayfabe quoi. Ouais. Et même à la barre, ils disaient ah, non. Non, le catch, oui, c'est legit, oui. Vous savez quand même que vous êtes dans... Bon, rien à branler, non. Et ils étaient tellement kayfabe que par contre, ceux qui étaient pour lui faisaient de l'ombre. Et ceux qui étaient contre lui, en fait, l'ont aidé. C'est vraiment un procès un petit peu incroyable. Et en effet, en 94 ou 95, je sais plus, il est acquitté. Et en effet, oui, il a laissé les clés de la baraque, oui, à Jerry Il Jarrett. était prêt à lui céder. ouais. C'est un choix très étonnant. Mais même Bruce Pritchard, qu'on a oublié dans les grands bras droits Oui, historiques, complètement, oui, il oui. était là, mais personne Jerry Jarrett, c'est non, on va mourir. Hein. Si Jerry Jarrett reprend le contrôle de la WWF, ça aurait été extrêmement étonnant. Il y a du fantasy booking à faire en pagaille avec ça. Alors, il faut que les jeunes fans de catch comprennent un truc, les gens qui crient sur McMahon aujourd'hui, sur la direction créative de la WWE. Je pense notamment aux gens à qui j'ai parlé de Bill Goldberg dans C'est ça le catch FM récemment. Donc, sont tous ces gros tas de merde charismatiques, avec Bret Hart en haut, avec Shawn Michaels en haut, avec l'Undertaker, bon, qui est pas dans le même cadre, mais il y avait aussi Owen Hart à l'époque qui marchait pas mal. Et ben, ça va être la traversée du désert pour la WWF. La pire période de l'histoire de... Bon, la pire année, c'est 95, ça on le sait. Ouais. En termes de business, ça a bien failli foirer. Il y a la WCW qui commence un peu à monter en puissance, qui commence à faire ses nitros en 95. Mais de 93, il faut être sérieux, avec Bret Hart champion jusqu'à 98, et ben, ça va pas être la panacée. Ça n'a pas marché tellement pour Vince McMahon, ou alors pas autant. On est très loin de l'âge d'or de 84 à 89. Ça commence à grimper un peu en 96. Il y a des signes qui montrent qu'il y a un petit boom qui arrive. Après, le catch a souvent été assez cyclique, même si au final c'est cyclique parce que les catcheurs utilisent leur top star trop longtemps et qu'à un moment donné ça marche plus, et puis ils en trouvent une nouvelle et ça remarche, et donc tout le monde dit oh mais c'est cyclique. Non, c'est qu'en fait ils sucent trop leur top star pendant trop longtemps au lieu de préparer une top star avant que la top star ne marche plus. C'est clair? Moi, je comprends ce que tu veux dire. C'est un petit peu que ce qu'a voulu faire McMahon avec le Warrior, de préparer un petit peu la sortie avant d'eux, mais sauf que là il s'est trompé de top star. Bon bref, c'est pas la question. Mais en effet, de 93 à 96-17, ça a pas du tout marché. Alors oui. Et puis médiatiquement, il n'y a rien pour la Non, mais c'est essoufflé d'un coup. Les stéroïdes, ça n'a pas fait de bien. Ah, les stéroïdes, ça fait un mal qu'on ne peut pas imaginer, parce qu'on n'a pas vécu aux États-Unis et que nous en France à l'époque on n'en entendait pas parler, forcément.
Mais oui, non, ça a fait beaucoup de mal. Il y a eu un passage d'Hogan dans un talk show américain où justement il était censé, comme Clean aussi, dire la vérité sur les stéroïdes. Où McMahon lui avait dit tu dis la vérité parce qu'à un moment donné il faut que l'image de et que il avait dit aussi non j'ai jamais utilisé machin, et a priori ça a vachement aussi bloqué l'image de Hogan et de la WWF avec les téléspectateurs qui se sont dit bon il nous prend pour un con quand même, et ça aussi ça a été une émission assez regardée Hogan l'a dit ou non alors que non, il a nié en bloc, et les gens en fait ont fait non, ça suffit. Et Vince McMahon voulait qu'il avoue. Ouais. Ok, d'accord. Histoire de. Et il y a eu aussi le scandale sexuel qu'on a survolé tout à l'heure. Voilà. Je te laisse en parler du coup. Voilà, on va faire rapidos. Il y avait eu pas mal de plaintes de plusieurs catcheurs, comme quoi il y avait Pat Patterson et d'autres membres de l'équipe dirigeante de WWE qui auraient fait des petits attouchements ou des propositions sexuelles, des membres gays, hein, bien évidemment, sur les catcheurs, hein, tant qu'à faire. Hein, on va pas dire tout ce qui se passe. C'est vrai qu'on n'a pas trouvé le bon film branleur après 95. Voilà. C'est marrant. Bref, mais donc il y avait eu une émission de télé d'ailleurs qui est tout à fait fascinante. Avec Vince McMahon, c'est une des premières fois qu'il vient dans une émission de télé comme étant Vince McMahon président de WWF, c'est 91, un truc comme ça, où il y a un commentateur qui s'était fait virer de WWF parce que a priori Pat Patterson ou je sais plus qui, Terry Garvin ou un truc dans le genre lui avait fait une proposition. Terry Taylor ou Ronnie Garvin? Non, Garvin. Garvin. Ronnie Garvin? Oui. Ou Tony Guerrera? Non, il n'y a pas un Terry Garvin? Ça me dit rien. Bon, ben je sais pas, un mec dans l'équipe qui avait fait des propositions un petit peu de harcèlement sexuel. Et a priori, le mec en a parlé et McMahon l'a viré direct. Et donc lui, il en a fait les choux gras, machin bidule. Et donc pendant l'émission, il y a donc le commentateur qui est face à face avec McMahon et qui lui fait non mais attendez, c'est pas normal que vous m'ayez viré pour ça, et McMahon lui répond non, si je t'ai viré c'est parce que t'es nul. C'était hyper bien. Il y a eu aussi une autre meuf qui était venue, comme quoi Vince McMahon lui avait promis monts et merveilles, un contrat avec des millions de dollars qu'il allait en faire la prochaine star par une annonceuse ou une commentatrice. Et elle était montée dans sa limo et qui lui avait dit ouais écoute, si tu veux ton push à un moment donné, il faudra peut-être que tu me fasses une petite faveur, et qu'a priori il avait commencé à se frotter sur elle, qu'il lui avait mis son sexe dans la bouche, enfin des trucs comme ça. Voilà, donc il y a eu pas mal de trucs. Il a été blanchi par contre de tout ça, hein. Il a même eu de l'influence sur un mec comme Cyril Hanouna quand même, tu vois, c'est fou hein, Vince McMahon. Tu connais pas cette histoire de l'entretien d'embauche entre Enora Malagré et Cyril Hanouna? Absolument pas, non. A priori, il aurait posé son sexe sur l'épaule d'Enora Malagré, et Enora Malagré aurait fait ah lui il est super, je vais travailler avec lui. C'est elle qui le dit, hein. C'est très bon. On n'est pas là pour en parler, mais voilà, parce que vous avez pas vu le regard circonspect de Rabi. Bon, peu importe. Donc la traversée du désert, les stéroïdes et cette affaire de harcèlement sexuel. Oui, voilà, ça va foutre la merde. Voilà, merci. Putain, c'est vraiment de la merde. Oui, alors, et donc voilà, ça va foutre la merde. L'opinion publique quand même va descendre en flèche, les stars s'en vont, et une nouvelle génération, la New Generation. Ça, c'est ce que Vince McMahon a trouvé comme concept marketing pour justifier des nouveaux catcheurs, des Nash, des Michaels, des Brett. Et bon, ça a quand même marché la peau du fion comparé aux années 80. Une grosse traversée du désert. Créativement parlant, ça va être quand même assez horrible dans l'absolu. Il va y avoir des trucs plutôt sympas. Il va y avoir Razor Ramon et Shawn Michaels. Il va y avoir Bret Hart et Owen Hart. Et ça s'arrête à peu près là. Faut pas déconner, quand même, c'est plutôt nul. Undertaker, le pauvre, il va subir des choses que Kane subira quelques années plus tard. Mais alors, putain, c'est chaud. Deux des bras droits de Vince McMahon en plus, quoi. Il est vraiment pas gentil. Ah non, putain, c'est chaud. Hein. Mais après, sa fascination pour les big men et les freaks, un petit peu. Ça va être nul, ça va être très nul. Au final, on a déjà fait en plus l'année 95, on va pas en parler pendant des heures et des heures. Et il va un petit peu, au final, tourner en rond pendant ce temps-là. Vince McMahon, il sait plus trop sur quel pied danser. Et même si, au final, le procès des stéroïdes lui aura pris beaucoup de temps et d'énergie. Et il y a peut-être, entre le manque de stars, les stars qui s'en vont, Hogan qui signe à WCW, plus le procès, plus tout ça,
Ça peut un peu expliquer aussi ces conneries là de World Building Federation et de. C'est vrai qu'il y a ça. Il y a ça que ça va pas du tout marcher. Il va tenter de monter une promotion de bodybuilding, c'est ça? Ouais, avec un petit peu le spectacle du catch, tu vois. Autre erreur de McMahon, Lex Luger. Lex Luger complètement. IcoPro aussi, une sorte de complément alimentaire pour te faire grossir les muscles qui va donner la chiasse à Curtis Axel en plein match de football américain, voilà, pour la petite anecdote. Un truc qui avait l'air donc hyper bien. Plein de décisions de business mauvaises, alors qu'en 80, tout ce qui touchait, ça se tournait en or. Là, bon, ça se tourne en merde. Ça se transforme en merde. Du booking un petit peu pas terrible, et puis des stars qui tarde à éclore, et puis 95, les métiers, tout ça, enfin bon, c'était un truc terrible. On est dans une situation un peu similaire aujourd'hui, avec c'était un peu une ère de work rate plus intense que ce qu'on a connu avant. Oui. Là, il y a John Cena qui commence à préparer sa sortie, qui commence un petit peu à se barrer, et il n'y a pas de stars, on n'arrive pas à construire des stars, et les gars, je crois que vous vous rendez pas compte, les amis, à quel point Hogan, c'est une vedette qui transcende le milieu. Je veux dire, John Cena, par exemple, est loin, extrêmement loin, d'être la vedette qui était Hogan. Alors que ça a été la top star de la WWE depuis, pendant près de plus de 10 ans maintenant. On est en 2017, oui, c'est ça, donc 2005, oui, 12 ans. Et surtout, ça, on y reviendra dans 3 semaines, Hogan et Austin, ça défonce n'importe quoi que John Cena ait jamais fait, mais malgré tout, John Cena n'a jamais réussi à avoir cette aura médiatique, et c'est sûrement pas ni Rollins aujourd'hui, ni Owens, ni Ambrose qui va pouvoir atteindre, en tout cas pour l'instant. Donc on est dans c'est pour ça que Vince McMahon fait revenir quelqu'un comme Goldberg. Ça, il n'y a aucun doute, c'est Vince McMahon qui le fait revenir, ça lui va très bien. Et Goldberg et Lesnar restent les deux plus gros draws, parce qu'il y a aussi une aura, parce que Vince McMahon sait se servir de ces gros monstres, de ces gros freaks, c'est son dada, et dès qu'il va devoir composer avec du catch pur, il n'a pas l'habitude, je pense aussi, Vince McMahon. Ça n'intéresse pas plus que ça. Non, il avait une relation particulière avec Bret Hart et Shawn Michaels parce qu'il était très ami avec ces deux catcheurs-là, et parce qu'il va avoir une confiance aveugle en Bret Hart et Shawn Michaels, mais ça ne fonctionnera pas du tout. On sait que les revenus générés par peut-être le merchandising de Bret étaient un peu supérieurs à Michaels, mais dans tous les cas, Bret Hart et Shawn Michaels, Bret Hart a été un draw très limité en show, Michaels n'a pas été, mais ça va pas être folichon quoi, Bret Hart et Michaels quoi. Non, ça rapporte rien du tout. Très mauvaise époque. On a des souvenirs fous parce qu'on est enfant et c'est deux des meilleurs catcheurs, peut-être les deux meilleurs catcheurs américains in-ring ever. Mais il faut dire que ça n'a pas fonctionné du tout. C'est un échec, Bret Hart et Shawn Michaels, en termes de business pour Vince McMahon. 94, c'est pas des chiffres incroyables, et 96 avec Michaels au top, c'est des pay-per-view qui s'achètent pas spécialement. Il n'y a rien qui... Bret Hart, Shawn Michaels, par exemple, en WrestleMania 12. Alors ça arrive peut-être au creux de la vague, voilà. Peut-être que ça... Je pense que ça a plus participé à amener peut-être un léger regain, mais c'est dans le catch, de toute façon, les chiffres se montrent pas tout de suite. Par exemple, pour l'arrivée de la NWO, ça a mis du temps. Ils ont pas défoncé WWF en doublant les scores du jour au lendemain. Ah tiens, il y a Scott Hall, Nash et Hogan qui ont formé la NWO, hop, 6 de rating. Non, ça a mis 6 mois, 8 mois. Tout est une question d'avoir de la patience qui n'existe plus aujourd'hui. Et ce qui existait peut-être un peu plus à l'époque, mais il manquait quand même les gens autour de Michaels, de Bret. Au final, ils étaient un peu seuls aussi, mais dans tous les cas, même avec d'autres personnes, ils n'avaient pas l'aura nécessaire pour ramener plus de thunes que ça. Donc ça, c'est une certitude. Vince McMahon qui a bien donc failli faire quelques années en prison et qui a failli donc surtout mettre la clé sous la porte, ou alors la donner les clés à Jerry Jarrett au milieu des années 90. Il n'est pas sorti du tout de la tourmente parce que le business ne va pas. Et surtout, il y a la WCW qui décide, avec Ted Turner, le vieil ennemi tacite de Vince McMahon, d'entrer en compétition directe avec Raw. Il faut qu'on parle de Monday Night Raw aussi. C'est arrivé en 1993, c'est une idée de Vince McMahon. Qu'est-ce que c'était au départ Monday Night Raw ? Le premier programme hebdomadaire live. Et il voulait donner une ambiance un petit peu de tout urbaine. Peut se passer, urbaine, voilà, dans le Manhattan Center, que tout puisse se passer,
Imprévisible. Ce sentiment imprévisible, et Vince McMahon adore quand c'est live, vu que c'est sa grande phrase, quand c'est live, rien ne peut mal se passer. Voilà. Si, il y a des choses qui se passeront mal. Mais bon, ça, c'est pas la question. Et Rob, il va en faire son programme phare, hein, avec l'UFC Network, où ils vont faire des ratings tout à fait honnêtes. Mais il faut se rappeler, par contre, ça, peu de personnes le savent, mais que WCW faisait des ratings sensiblement équivalents, voire même souvent meilleurs, aux ratings de la WWF à l'époque, sauf qu'en fait tout le monde s'en branlait avant les Monday Night Wars. Des ratings. Voilà, Saturday, c'était quoi, WCW Saturday Night, voilà, le programme qu'il y a eu le samedi soir pendant 30 ans ou je sais pas combien. Sur TBS faisait des audiences tout à fait hyper honorables, à peu près pareil que Raw, et meilleur même. Après, Raw, ça va être un programme qui va, oui, alors tout le monde dit que ça a révolutionné, oui, ça a révolutionné parce que c'était live. Après, quand même, il n'y a pas eu non plus grand chose de marquant. Parce que le casting est pas terrible, quoi, à l'époque. Hein. Et il n'y a pas toutes les stars qui sont là toutes les semaines. Bret Hart qui est champion, on le verra pas toutes les semaines. C'est ça, les gens viennent se plaindre de Brock Lesnar qui s'il est champion, il sera pas toutes les semaines. Pardon, mais à l'époque, les cocos, ça se passait comme ça aussi. Hein. Bon, après, c'est une autre époque, il n'y avait pas 18 heures de télé hebdomadaire de WWE. Donc voilà, c'est pas tout à fait pareil. Mais voilà, il veut un petit peu renouveler son programme télé, il veut créer quelque chose de nouveau, il va faire quelque chose de hyper bien avec Raw. Et en gros, ce sera sa seule création quand même vraiment novatrice et qui marchera réellement, Raw dans les années 90. Puisque... Ça prend du temps, il va falloir que WCW les menace pour que ça décolle Raw aussi. Oui, et puis qu'il commence à arrêter de s'écouter un peu lui, parce que voilà, il était parti dans des délires de booking tout à fait... enfin, c'était très mauvais. Et même les catcheurs n'aimaient pas. Il y a quand même le pire du catch. Enfin, beaucoup du pire du catch, ça va se passer au milieu des années 90, entre 94 et 96. Il y a quand même du caca chez WWF, il y a quand même du gros caca chez WCW aussi. C'est des mauvais gimmicks, du mauvais booking, rien de fandard. Enfin, l'année 95, on va pas revenir dessus, mais c'est vraiment très mauvais. Et il arrive plus, Vince McMahon. Et en effet, comme tu dis, la WCW va lui mettre un bon coup de pied au cul. Et lui, ce qu'il aime, c'est la compétition. Il déteste perdre. C'est un compétiteur et il se dit, bon ben attends, je comprends pas là, j'arrive plus spécialement à marcher. Il y a Hogan qui est en plus chez WCW, là, il est en train de me botter le cul, ça aussi, ça doit bien les foutre. Il perd Hogan. Il laisse partir Hogan. Il laisse partir Hogan qui est censé faire du cinéma. Là, il va faire Caribs Offshore, sa série bidon là. Et Bischoff va lui faire allô, tu veux pas venir faire du catch un petit peu? On est à Hollywood, là on est chez Disney, c'est coolos, viens faire un petit peu de catch, il va signer. Et ça doit être quand même terrible de voir que ta vache à lait, que t'as mis quand même du temps à créer et compagnie, va signer chez ta plus grosse compétition. Et aussi, c'est vraiment une mauvaise période entre les stéroïdes, le nitro qui va venir le chatouiller, et aussi Savage qui s'en va. Crève-cœur terrible pour Vince McMahon en 94, quand Randy Savage quitte la WWF pour aller du jour au lendemain. Ça a été, on l'a couvert, ça, dans l'émission. Il était inconsolable, apparemment. Il y a pas mal de trucs qui sont arrivés au niveau business, un peu moche pour lui. Voilà, après tout ce qu'il a fait, on va pas venir le plaindre. Mais c'est vrai qu'il va rentrer un petit peu dans un truc. D'abord, il va être il va beaucoup se plaindre. Il va dire que c'est injuste tout ce qui lui arrive, alors que c'est un retour de bâton, hein, quand même, faut pas déconner. Mais voilà, il va commencer à faire ces petits sketchs là avec le billionnaire Ted. Ça va être sa manière de revenir, mais il va y avoir quand même un côté il va se victimiser un petit peu, Vince McMahon, pour dire oui, mais regardez, lui il est milliardaire, moi je suis que millionnaire. Pourquoi est-ce qu'ils mettent Nitro le lundi? C'est pas normal, ils avaient toute la semaine pour le mettre. Il a ses chaînes de télé, pourquoi faire ça? Mais ta gueule. Quand on voit tout ce qu'il a fait dans les années 80, t'as envie de dire tais-toi un peu quoi. C'est quand même pas banal. Et au final, c'est ça qui va lui mettre le feu au cul et il va se dire, à partir de 96-97, bon, il y a la clique qui a quand même l'oreille de Vince McMahon qui vont lui dire, ça chie dans la colle ce que tu fais, tes gimmicks c'est nul, plus personne en veut. Il faut partir sur un truc un petit peu plus différent, un petit peu plus réel. Je pense qu'il va se mettre à regarder un petit peu ECW, c'est peut-être aussi... ou que, en tout cas, ses collaborateurs... Shane McMahon et Bruce Pritchard, regardez ECW. Ils vont regarder ECW, ils vont lui dire, c'est peut-être pas une mauvaise idée de faire un mini partenariat avec, ça a l'air de pas trop mal marcher dans le truc, et c'est un produit assez novateur. Et au final, il va reprendre un petit peu
en piochant des idées à droite à gauche, au final, ce qu'il a fait un petit peu dans les années 80 en prenant les catcheurs, ben là, il va prendre des idées un peu à droite à gauche et il va réussir à en faire quelque chose qui va quand même beaucoup mieux marcher, mais qui va mettre du temps à arriver encore une fois. Ça va mettre un an et demi avant qu'il y ait vraiment de réels signes. En 97, les audiences sont pas bonnes pour Raw. Et pourtant, c'est une année tellement charnière parce que 97 amène très lentement à 98 où là, par contre, ils vont exploser. Et parce qu'il part perdant, il faut savoir que personne chez WWF n'emmène large parce que il y a une grosse différence de fortune malgré tout le pognon que Vince McMahon a entre Ted Turner, cette espèce de tyran dans le sens qui règne en maître avec AOL. Sur le monde des médias, il a tout le pognon, c'est Eric Bischoff qui va mener la guerre, mais le pognon viendra de Ted Turner, et c'est pour ça qu'il peut prendre Hogan, qu'il peut prendre Savage, qu'il va prendre des tas de gens, et le vrai catalyseur du changement chez Vince McMahon à la WWF, ça va être le contrat de Bret Hart qui va poser gros problème à Vince McMahon, parce que dans sa volonté de vouloir un petit peu lancer les choses sur un truc plus réel, plus contemporain, au même moment, Ted Turner et Eric Bischoff font une offre à Bret Hart en 96, début 96, et Bret Hart sait pas trop ce qu'il va faire, c'est après WrestleMania 12. Il finit par loyauté prendre un contrat moins juteux, parce qu'au moins d'argent chez McMahon, de Vince McMahon, pour rester par loyauté, et le problème c'est que les inimitiés entre Bret Hart et Shawn Michaels vont prendre beaucoup d'ampleur. Ça va poser un cas de conscience à Vince McMahon. Bret Hart va finalement se voir dire, va entendre ou va apprendre que Vince McMahon veut le laisser partir. Il va décider de partir à la WCW, mais ça va pas se faire dans la douceur, ça va se faire dans la douleur, et ça va vraiment lancer un nouveau côté de Vince McMahon qu'on connaît tous un petit peu mieux, et on vous expliquera dans 3 semaines pourquoi l'apparition de ce nouveau personnage après le Montreal Screwjob de Mr. McMahon a changé le business du catch américain. Pas de questions qui tuent cette semaine, on y reviendra dans 3 semaines dans la deuxième partie de la fabuleuse histoire du catch américain consacrée à Vince McMahon, et c'est là qu'on vous laisse mes petits chatons. Merci Rabi pour l'émission et tes contributions capitales à l'internet catchesque français. Merci à toi, et puis, c'est notre émission, mais je suis hyper teasé pendant 3 semaines. On reviendra bien sûr à Bret Hart, Vince McMahon et le Montreal Screwjob, c'est là qu'on commencera l'émission dans 3 semaines. Merci à Céline d'avoir assisté à l'enregistrement et d'avoir apporté une touche de douceur et de gentillesse à notre ambiance. T'as raison. Merci à Papy Rabi qui a fait une intervention. Ta gueule. Et surtout, on n'oublie pas, dans 3 semaines, Marc Blondin arrive avec une interview exclusive du Glacier, enregistrée à Orlando pour le Spring Break. Tout à fait, et les questions seront posées, et surtout n'oubliez pas d'envoyer vos questions sur Twitter, où Norbert se fera un plaisir de les prendre, et Sturi et Babi aussi, ou donc #AskGlacier. N'oubliez pas le #AskGlacier pour poser vos questions au Glacier. Hein. Nous enregistrions cette émission le dimanche 19 mars 2017. On se retrouve dans 3 semaines pour la 12e partie de la fabuleuse histoire du catch américain consacrée à Vince McMahon. #FHCA sur Twitter, #AskGlacier, bien sûr, on vient de vous en parler. @FHCA Podcast pour nous suivre. On est également sur Facebook, sur YouTube. Merci à Sturi pour le montage vidéo de l'émission. Merci à Cessal Catch. On se retrouve dans 3 semaines, et d'ici là, soyez mignons. Salut, c'est The Fink, et merci d'avoir écouté. Comment ça s'appelle? La fabuleuse histoire du catch américain. La fabuleuse histoire du catch américain.